pas si vous entendiez Rico ou si vous me voyez plus justement. Moi je voyais l'image bloquée, je l'entendais plus, je le voyais bouger lui, mais moi je bougeais plus. Donc voilà, je vous réinvite à revenir tout de suite. J'espère que là ça va marcher parce que c'est la première fois que ça fait ça. Voilà, Rico est là. Alors non, c'est pas le bon. Voilà, tac, parfait. Hop là. Allez, on se reconnecte. Est-ce que tu me vois? Ouais, alors là ça marche. En fait, je t'entendais plus. Moi je t'entendais plus, je te voyais. Ben moi c'était pareil, c'est-à-dire je te voyais bouger, tout expliquer, mais je t'entendais plus. Donc du coup, c'est les corbeaux, ils volent trop haut, c'est pour ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc du coup, moi, je me suis arrêté dans l'explication de qui tu étais, de tout ce que tu faisais, etc. Je crois que la dernière partie que j'ai entendue, c'est quand tu parlais de Kiki Boulet et de l'école du MCL, du coup. Voilà, c'est là où j'ai fait mes armes en tant que moniteur éducateur. Cool. Et puis en même temps, j'ai fait des formations UFOLEP et FFM pour la direction de course. Voilà. Ok. Cool. Ben, c'est bien, c'est intéressant parce que malgré nos années d'écart, parce que même si tu as 23 ans et moi qui en ai 29, ben, on a à peu près la même formation, dans le sens, moi aussi j'ai le diplôme de directeur de course et moi aussi j'ai passé le CQP, donc c'est intéressant, tu vois, je pense qu'on va un peu se comprendre sur certaines choses, ça va être sympa. Donc non, franchement, je pense que ça va faire un bel échange pendant une petite heure. Ok, donc ouais, donc ça fait déjà pas mal de choses. Et après, donc après les formations forcément de direction de course en UFOLEP et en FFM, du coup, tu as été amené à participer à l'organisation de plein d'épreuves. Est-ce que tu peux nous résumer un peu les différents championnats auxquels tu as participé? Alors j'ai commencé déjà au départ par l'UFOLEP. Et puis très très vite, je me suis dirigé vers la FFM. Ouais. Et ce qui m'a dirigé vers la FFM, c'est d'avoir rencontré des gens comme Marc Toriani, d'avoir rencontré Hervé Sauvert, d'avoir rencontré un très grand monsieur qui pour moi c'est un peu mon maître FFM, qui est du côté de Brioude. Je pense que tout le monde le connaît puisque c'est le frère de l'ancien président de la commission enduro mondiale. Et c'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier de la FFM, qui m'a expliqué plein de choses. Et c'est grâce à lui que je suis rentré dans le circuit. Voilà. Mais c'est surtout par rapport à ce que j'ai vu dans l'Enduro Kid au départ qui m'ont vraiment incité à me lancer dans la direction de course. Ouais. Ok. Bah ouais. Donc après, j'ai eu d'autres formateurs. J'ai eu ton papa comme formateur. Bien sûr. Au niveau du FOLEP, j'ai eu un grand monsieur qui je fais la direction de course maintenant, qui est un très grand monsieur. C'est monsieur Robert Dufaux. Qui fait un super enduro. Et puis après, je suis parti sur le mondial, je suis parti sur les 6 jours, je suis parti sur l'Europe, sur le France. Et puis maintenant, j'ai vraiment trouvé ma place au niveau de l'extrême, qui est une mentalité qui est totalement différente de l'enduro classique. On retrouve les valeurs de ce qu'il y avait dans l'enduro il y a 30 ans, on les retrouve maintenant dans l'extrême, et c'est moi ce que je recherchais en tout cas. Ok, cool. Ben ouais, c'est vrai que c'est un peu la conversation qu'on avait sur le paddock à Alès. Tu m'expliquais ça justement un petit peu. Tu m'expliquais que du coup, tu avais retrouvé vraiment les vraies valeurs de partage et tout ça, de ce qui te plaisait dans l'enduro. Donc, je adhère complètement à ce que tu dis. Voilà, après, c'est vrai que c'est compliqué, mais tu vois, mentalité, Doupe Barberger, il demande mentalité extrême, plus proche de l'UFOLEP, avec un point d'interrogation. Oh, non. Non, faut pas voir les choses comme ça. Je pense que la mentalité qu'il y a maintenant au niveau de l'extrême, c'est une mentalité qui est liée à l'effort. Ouais. Les mecs qui sont dans l'extrême, il y a des endroits, s'ils ne cèdent pas, ils ne passeront pas de toute façon. Il y a les 10 premiers qui vont passer, les autres derrière, c'est pas la même limonade. Donc on retrouve cette mentalité qu'il y avait avant. Ouais. Cette mentalité d'entraide et puis surtout cette mentalité de paddock. Moi, j'ai pour habitude, et je tiens à ça et je le fais, c'est pour ça que je me sens extrêmement bien dans l'extrême, c'est d'avoir des contacts avec mes pilotes. Quand je dis avec mes pilotes, j'expliquerai après pourquoi. Ouais. Et c'est très important pour moi, parce qu'on est responsable d'eux avant tout. Donc j'aime avoir le contact avec les pilotes, avec les assistances, avec les team managers, pour qu'on se comprenne bien. Et c'est quelque chose que je ne retrouve plus dans l'enduro qui se passe actuellement, comme le France et d'autres, où on se regarde en chaîne faïence.
moi, c'est pas mon truc, quoi. Ouais, t'es pas là pour ça. Je comprends que justement, ce sera une de mes questions un peu plus tard dans le live, justement de savoir un peu, tu sais, la relation, un peu le rôle en fait exact du directeur de course. Et il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire que les mots que tu as choisis, ils sont opportuns dans le sens, tu as dit que tu es responsable des pilotes. Et ça, il n'y a pas beaucoup qui se rendent compte en fait que le directeur de course, il est responsable de du bon déroulement de l'épreuve et aussi de la sécurité de chacun. Et c'est pour ça que et donc du coup forcément on va en parler parce que c'est super important. Il y a des choses à dire là, oui. C'est clair, c'est clair. Tu vois, il y a Estelle Villemain, quand elle est arrivée sur le live, elle a dit que tu étais beau, Rico. Je sais pas si tu l'as noté, mais je pense qu'il faut le prendre. Ouais, je l'ai vu, mais c'est une histoire d'amour entre Estelle et moi qui date depuis longtemps. Et il faut surtout pas que son mec soit au courant. Donc, D'accord. Tu vois, justement, Estelle, elle dit aussi qu'il y a quand même un vrai écart entre les 2-3 tops et la masse des pilotes en extrême, ce qui est vrai. Ah oui, bien sûr, tout à fait, oui, mais elle a parfaitement raison. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que les 3-4 qui sont devant, quelque part, ils arrivent à tirer ceux qui sont derrière. Bien sûr. Et moi, j'ai remarqué ça. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que des mecs qui sont dans l'extrême, qui sont au bout, ils veulent encore continuer, ils veulent aller le plus loin possible. Et ça, c'est des choses qu'on retrouvait avant. Maintenant, je suis désolé de le dire, mais moi, j'ai vu sur le France où des jeunes pilotes se comportent très mal vis-à-vis de leur papa ou d'assistance parce que la chaîne n'est pas bien tendue, parce que si, parce que ça. Voilà, il y a des choses qui ont changé. Et moi, je me retrouve plus en extrême. Beaucoup plus. C'est clair. Je comprends tout à fait parce que voilà, malheureusement, c'est ce genre de débordement, on va dire, au niveau du comportement. Enfin, c'est certains jeunes pilotes. Moi, malheureusement, ça me fait penser un peu, tu sais, des fois à du cross ou à des choses comme ça, et c'est pas trop plaisant parce que ça c'est pas du tout les valeurs de l'enduro en général. Donc forcément, c'est toujours attristant, moi, je trouve, de voir ça. Mais bon. Après, du coup, j'aimerais bien qu'on parle, tu vois, de tes responsabilités, par exemple, les responsabilités types d'un directeur de course sur une épreuve, comme la l'extrême, par exemple, où tu es officier. C'est très simple. Un organisateur, quand il fait une épreuve comme à l'extrême, il fait des demandes d'autorisation de partout. Moi, mon rôle, il va être à partir du moment où le préfet m'a donné le papier qu'il a signé, il me dit voilà, t'es directeur de course, je te donne tous les pouvoirs. Donc, tu signes le papier et tu le renvoies. Mais ça, c'est à double tranchant, ça. Ça veut dire que moi, mes responsabilités, elles vont commencer à partir du moment où les premiers pilotes vont arriver avec leur assistance et vont se mettre sur le paddock. À partir de ce moment-là, je suis responsable. C'est ce que certains n'ont pas compris, que je rappelle souvent à l'ordre, des fois avec un petit peu de ton, tu sais, parce que on essaye les motos sans casque. On fait un peu n'importe quoi. Il faut savoir que si jamais, à ce moment-là, il y a un accident qui peut être grave, le seul responsable, c'est Bibi. Et ça, il y en a qui ne l'ont pas compris. Moi, quand je vois des mecs qui roulent dans le paddock avec le gamin, le bébé sur le réservoir, ça m'énerve les nerfs, quoi. Parce que c'est moi le responsable, c'est pas eux, quoi. Et si jamais, admettons, il y a un accident grave et que c'est très très grave, les assurances vont peut-être se retourner vers lui et lui va se retourner vers moi. Et ouais, c'est ça que ça marche. Malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, dans ce rôle-là, c'est encore plus présent, on va dire, cette responsabilité-là qu'il faut endosser. C'est vrai que, tu vois, malheureusement, les gens, ils sont tous de bonne foi, dans le sens, voilà, et tant qu'il n'y a pas de souci, les mecs, ils pensent jamais à se retourner contre qui que ce soit. Le seul problème, c'est que le jour où il faudra payer, que le rassureur va les forcer à se retourner contre toi, si ça s'est passé sous ta direction, et là, ils comprendront vraiment les rouages du système, quoi. Donc, et si je te dis ça, c'est pour revenir sur un point. Il y a une quinzaine d'années, j'ai rencontré un ancien directeur de course du côté de Perpignan avec qui je discutais justement, et il m'a expliqué que lui, ça lui avait coûté son couple et ça lui avait coûté sa baraque. Parce qu'il avait eu un très 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 grave accident, il n'était pas du tout dans les clous. Donc, on s'est retourné sur lui et ça lui a coûté très 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 cher. Il faut que les pilotes comprennent. Moi, j'ai souvent cette réflexion. Quand le vendredi soir ou quand le samedi ils sont là, que je vais discuter avec eux, on se chambre un peu, mais c'est gentil. Il y en a des fois qui me disent oh, la course, elle n'est pas commencée. Mais si, pour moi, elle est commencée. Et sur le paddock, elle est commencée. C'est pas seulement la compétition qui nous concerne, c'est tout ce qu'il y a pendant. Jusqu'au moment où je donne la fin de la course, où c'est terminé, c'est moi le responsable. Moi et l'organisateur. C'est pour ça que justement, moi je me dirige vers des épreuves maintenant
j'en fais moins, mais je fais des épreuves où je sais sur qui je peux compter. Bien sûr. On parle d'Alès. Alès, pour moi, c'est une famille. Je sais qu'il y a tel marshal, tel gars, chacun fait son taf. Et je sais que j'ai mon bras droit qui est Thibaut Giacometti, qui est un mec formidable, sur qui je peux m'appuyer. Je sais que Jérémy, il fait son rôle. Le rôle de l'organisateur, par exemple, c'est pas de mettre des pressions sur la direction de course. Jérémy ne l'a jamais fait. Il nous a toujours laissé libre cours de faire ce qu'on voulait. Et ça, c'est énorme. Parce que tu vas dans certains clubs où tu as un président qui est habitué à tout faire, à tout commander, ça peut pas le faire. Ben ouais. Il va avoir du mal à lâcher du lest, à laisser un peu des responsabilités aux gens, donc ouais, je comprends tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on est responsable des pilotes. Moi, quand je suis sur une épreuve, mes pilotes, je te garantis, je les aime, ce sont mes pilotes. Je suis responsable d'eux. Et je lâche pas le morceau là-dessus. Donc des fois, c'est vrai que je hausse la voix. Cette année, j'en ai convoqué un. Il a commencé à vouloir monter dans les tours. Je lui ai dit, tu dis encore un mot. T'as ton camion, tu montes ta moto en camion et tu vas aux champignons. Voilà, c'est comme ça. Il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est clair. Parce que de toute façon, le préfet va nous dire je t'avais donné les responsabilités, maintenant c'est toi. Voilà, c'est ça. Ben, tu vois, on a Jean-Nicolas déjà qui te fait une bise et en plus qui dit ne pas oublier que c'est du bénévolat à 90%, alors respectons-les, c'est l'avenir de notre sport. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. C'est exactement, Nico, c'est exactement ça, c'est du bénévolat. Et c'est ce que je me tue à dire à chaque fois quand c'est le briefing pilote et je demande à ce qu'il soit obligatoire. Et le briefing pilote, je dis toujours aux pilotes et aux assistances, parce que c'est pas souvent les pilotes, c'est souvent les assistants qui mettent un peu le brin. Je leur dis, n'oubliez pas que les gars qui sont là, ils sont là depuis un an. Ils ont sué sang et eau, ça leur a coûté de l'argent pour organiser une épreuve. Donc respectez-les. Respectez-les. Voilà. C'est un peu le minimum de toute façon. Quand tu vois que tu as des mecs qui viennent de l'autre bout de la France ou d'autres pays, etc., pour participer à cette course-là, et que le travail que ça demande qu'organisation, on travaille avec les commissaires, etc., les gens qui viennent donner de leur temps, le minimum, c'est quand même de les respecter. Après, on a le droit de ne pas être d'accord avec tout, mais malheureusement, voilà, il faut accepter le fonctionnement et respecter les gens, quoi, c'est le minimum. Et ce qui est formidable, c'est que tu vois les 4-5 top pilotes, bon, moi je les connais bien maintenant, ça fait des années, que ce soit Graham, qui est un mec d'une gentillesse extrême, tu les verras jamais, même s'il y a une erreur, dire un mot plus haut que l'autre à un bénévole ou à un officiel. Ils seront toujours. Alors que tu as des mecs qui jouent aux alentours de la 400e place, tu vois. Donc c'est vachement important. Et qui se comportent comme des cochons, quoi. Donc en principe, quand ça se passe, avec moi, ça le fait pas, quoi. Ben, c'est ça. Bon, après, tu sais, on peut, d'un point de vue extérieur, on peut trouver que des fois tu montes un peu le ton, etc. Mais moi, je trouve que si tu le fais pas, comment tu veux te faire respecter par des mecs comme ça qui viennent faire la course, etc. Enfin, moi, je trouve ça un peu compliqué, quoi. Tu vois, un truc tout con, on demande à ce que au briefing pilote, tous les pilotes y soient. Je peux t'assurer que les 4 stars du mondial, elles arrivent un quart d'heure avant, avec leur interprète, et elles sont présentes. Et pendant ce temps, tu as des mecs qui sont dans leur camion en train de discuter, boire le café, et puis après qui viennent te dire au fait, qu'est-ce que vous avez dit? Il fallait être là. Ouais, c'est ça. Tu vois, après, Double, justement, il demande est-ce que c'est une question d'âge, peut-être, ce problème d'irrespect des pilotes en fonction de l'organisation et tout. C'est pas une question d'âge. L'âge, elle peut être liée à l'éducation aussi. C'est vrai. C'est aussi simple que ça. C'est vrai. L'âge peut être lié à l'éducation. Je vais donner un exemple. Cette année, Doups a eu une place. Il est venu. Bon, on l'a fait rouler. Il a eu une place au dernier moment. Et j'ai été le réveiller. C'était 6h30 du matin. À 6h30, moi, 54 ans, j'étais au camping-car. J'ai 54 ans. Je l'ai réveillé à 6h30. Voilà. Donc, tu vois, c'est un exemple. Ça va, Doups? C'est clair. Il était bien dans son camping-car. Et voilà. Tu l'as réveillé, Bichette. Ouais, c'est clair, c'est clair. Lui aussi, je suis sûr, il s'est régalé, on en parlait, c'est vrai qu'il s'est régalé, hein, c'était top. Oui, vas-y, je t'écoute. Alors, du coup, on a Sonia, qui est une pilote du championnat de France de rail routier, qui a fait le GS Trophy, qui passe demain dans le live, qui a fait beaucoup de choses.
Tu sais, tant que tu n'as pas mis le pied de l'autre côté du rideau, les gens ne se rendent pas compte du boulot de ouf des officiels et des bénévoles. Bravo à vous et merci, car sans vous, il n'y a pas de course. Tout à fait. Ouais, tout à fait, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Il faut comprendre une chose, par exemple, je vais donner un exemple qui est tout bête. On va bosser comme des fous. Moi, à l'extrême, j'y suis en principe 4-5 jours avant. Ouais. Donc, il y a du boulot, il y a plein de choses à faire, mais il y en a qui sont depuis un an quand même. Par exemple, le samedi soir, après le prologue, la moyenne des pilotes des autres vont être au lit à 21h. Nous, on a un débrief, derrière, on a du boulot, on n'est pas couché avant 1h du matin. Bien sûr. Bon, il est sûr qu'on va boire 2-3 canons à la fin. Mais je veux dire, on a vraiment du boulot, quoi, tu vois. Bien on sûr. a du boulot. On est au turbin avec l'organisateur, avec Greg, avec le responsable des marshals, avec le papa de Jérémy. On est en train de revoir tous les derniers détails. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai boulot. Donc, c'est important pour nous. Tu sais, c'est pas forcément quand t'as Graham ou quand t'as les camps qui viennent te dire merci, c'est pas forcément ça. Quand c'est le pilote lambda qui vient te dire et qui te dit vraiment super merci, tu te serres la main, pour moi c'est aussi important que Jarvis. Ils sont tous aussi importants, ce sont nos pilotes. Il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Et quand le simple lambda vient te dire franchement bravo, on s'est régalé, ben moi après je vois les bénévoles et je leur dis les mecs, bravo. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est clair, c'est clair. Donc, tu vois, on en parlait avec tous les autres pilotes qui sont passés avant toi dans le live, et c'est vrai que tu vois, beaucoup qui sont. J'ai interrogé quand même beaucoup de monde qui ont déjà de la bouteille, tu vois, qui ont fait beaucoup de compètes, notamment Julien Gauthier, etc., tu vois, qui ont des grosses années de compétition derrière eux. Et tous les mecs, de toute façon, ceux qui savent, ceux qui ont déjà aidé à planter des piquets, à débroussailler, à faire des choses comme ça, ils savent le travail que ça engendre derrière pour que ce soit propre le jour de la course, qu'il n'y ait pas de couac, qu'ils soient en sécurité, etc. Et donc du coup, c'est vrai que voilà, je comprends, mais que pour toi c'est pareil, le remerciement d'un grand comme d'un petit c'est pareil, et qui sont de la même taille du coup, voilà. Et je trouve que c'est top, parce que c'est clair que l'épreuve elle est pour tout le monde et pas juste pour les tops, quoi. Je vais te raconter une toute petite anecdote très brève sur c'est le début, le championnat de France cette année, où je discutais avec un officiel sur le championnat de France d'enduro, on n'était pas d'accord. Et on parlait d'extrême, et je lui dis, tu sais, moi, être directeur de course, c'est pas forcément avoir la belle chemise avec le beau logo, le beau blouson, et puis le parader. Moi, s'il faut que je saute dans une fosse à lisier pour tirer un bec, ben j'y vais parce que c'est aussi mon rôle, quoi. Je veux dire, si je dois aider un gars, oui, si je dois être là pour la sécurité, je le ferai. Il me dit oui, mais toi, on te voit partout. Oui, mais oui, on me voit partout. Oui, effectivement, parce que il faut que je sois à l'avant de la sécurité. S'il y a un truc qui va pas, il faut que je sois là, il faut que je sois là, effectivement. Et puis tu sais, un truc tout con, quand un directeur de course passe sur une spéciale, passe sur l'enduro, sur par exemple l'extrême, tu vas voir tes gars, parce que c'est tes gars. Tu vas les voir, tu leur dis super les mecs, on continue comme ça. Les mecs, ils sont heureux, ça leur donne la niaque. Alors que si moi, il y a un directeur de course qui est attablé à la buvette pendant 3 heures, qui est là pour signer les papiers, je vois pas l'intérêt, quoi. Moi, il y a des pilotes, mais il y a aussi mes gars. Et mes gars, je vais les voir, je vais les aider. Et s'il faut que je saute, comme je dis, dans une fosse debout, je sauterai dans la fosse debout. Voilà. Et puis s'il faut que je les aide, je les aiderai. C'est comme ça. C'est un peu la différence entre le chef et le meneur, moi je trouve, tu vois. C'est-à-dire que dans le sens, quand tu es directeur de course, etc., et que le fait d'aider l'organisation à que tout se passe correctement, ça récompense aussi le travail des bénévoles, comme tu dis, qui ont fait ce travail-là pendant un an. Et donc du coup, c'est important de leur dire que tout s'est bien passé et que c'est aussi grâce à eux. Donc voilà, donc il faut récompenser tout le monde, et comme ça, tout le monde est content de le faire. Tout à fait. Mais il y a de plus en plus d'organisateurs, je trouve, dans l'extrême ont compris ça. Il y a un autre système que je fais, que j'adore, c'est Eric Atteri, là-bas dans le Pays Basque. Là, c'est pareil. Ils ont compris, les mecs. Ils sont venus voir à l'Est comment ça se passait, et ils sont en train de reproduire un petit à l'Est. Et je suis sûr qu'ils vont continuer à monter. Je leur fais la direction depuis 2 ans, ils m'ont encore demandé, je vais y retourner. Mais j'ai réussi aussi à leur amener ce côté, à dire, moi, je vais voir les bénévoles, je vais leur parler, je sais comment ça se passe, etc. Et ça, ils apprécient vraiment. Oui, parce que tu les mets en valeur. Parce que de toute façon, s'ils sont pas là, tu fais pas ta course. C'est ça. Non, il faut les prendre comme des gens qui donnent de leur temps et qui bénévolement en plus, et pas comme des pions, tout simplement, je trouve. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Tu vois, Estelle, elle te dit, tu es un chef qui vit pour ça comme si c'était tes enfants.
Oui, non, mais j'ai ce caractère-là. Dans mon boulot, justement, quand je fais les minots, on en parlera tout à l'heure, quand je fais les minots du 9-3, tu sais, ceux qui sont en train de foutre le bordel là-haut, moi je les ai tous les étés. Hein. Ben, quand je suis avec eux, je suis comme avec mes minots. Parce que moi, ce que je veux, c'est que quand ils repartent, ils aient la banane et ils aient envie de revenir. Et ben quand je suis en direction de course, c'est pareil. Quand je suis sur une épreuve, je veux que ça soit nickel, parce que je veux que les mecs, même s'ils finissent 200e, je veux qu'ils partent, qu'ils aient la banane et qu'ils disent putain, moi l'an prochain je reviens. L'an prochain je reviens. Ah, c'est ça que je veux, moi. C'est ça, parce que quelque part, ben, ils me font rêver aussi. Hein. Je te dis, c'est pas seulement les stars, c'est tous les pilotes. Moi, j'ai vu des mecs qui, comme cette année, là, j'ai vu à Alès, celle-là, elle est énorme. Il y a un gars qui vient me voir après le briefing pilote le samedi matin, et il me dit, je peux vous parler? Je dis, ouais, bien sûr. Et puis en plus, le mec, il faisait 1m95, donc c'était lui qui m'impressionnait plutôt que moi qui l'impressionnais. Tu vois. Et il me dit, est-ce que je suis obligé de faire la spéciale là? Ben, je lui dis, ouais, c'est sympa. Il me dit, parce qu'après, on est sélectionné pour le prologue. Et il me dit, moi, je veux pas le faire. Ah, je lui dis, non, mais on prend que les 100 premiers. Ah, il me dit, ah bon, d'accord. Il me dit, mais si je la fais pas, ça pose un problème. Ah, je lui dis, non, vous partirez l'année dernière, demain, c'est pas très important. Il me dit, bon, ben d'accord. Et moi, je m'en vais, on commence à faire les premiers départs. Et puis, les pilotes traînaient un peu cette année, donc j'ai un peu monté le ton. Et je faisais monter les pilotes et je vois arriver avec sa moto. Ah, je lui dis, ah ben quand même, tu vas le faire, c'est bien. Il me dit, ouais, je vais essayer. Donc, il est parti sur la spéciale, c'était aux alentours de 9h45, je crois. À 12h30, on le cherche encore, hein, on ne sait pas où il était. Hein. Donc, après, j'ai discuté avec lui, et en fait, il débutait dans l'enduro. Il avait fait que du chemin, il ne savait pas ce que c'était. Il y a des potes à lui qui lui ont dit, tu verras, c'est super sympa à l'aise, il faut le faire. Et on lui a prêté un 500 en plus. En plus, bon après il fait 1m95 mais quand même. Ouais, et donc le lendemain, le dimanche, je le vois au départ, donc il partait dans les toutes dernières vagues, et tu sais comment se passait les départs, donc c'est départ type Le Mans, le genou par terre, je baisse le drapeau, il court tous, et le drapeau se baisse, lui il bouge pas, tous les autres partent en courant, lui il se lève tranquille, il va sa moto tranquille, il monte sur sa moto, il m'appelle comme ça, je vais le voir, je fais mes freinés là, il me fait non mais moi je cours pas, de toute façon dans 300 mètres je serai déjà par terre alors. Et ça, j'ai trouvé ça, mais c'est génial. Ouais, j'ai trouvé ça génial. Et en fait, il a fait pas tout à fait le tour 1, mais il m'a dit, je vais m'entraîner, l'an prochain, je reviendrai. Et il m'a dit, merci, vous êtes génial. J'ai dit, mais c'est tout le monde qui est génial. Et tu vois, c'est ça que je veux, moi. C'est pas autre chose. Bien sûr. C'est ça. Que même le pur débutant comme lui qui s'est mis dans une sacrée galère, mine de rien, de faire un S comme ça en n'ayant jamais fait d'enduro, forcément, oui. Là, tu vois, c'est lui, c'est quelque part, je comprends pour toi que ce soit presque plus valorisant que lui, il te dise qu'il se soit régalé, quoi. Ah oui, tout à fait, oui. Et surtout qu'il revienne te voir après, il te dit, j'en ai chié ma race, hein, mais je reviens l'an prochain et je vais m'entraîner. Mais ça, c'est génial. Voilà, c'est clair. Ouais. La résilience, c'est top, ça fait toujours plaisir à voir. Oui, tu vois, il y a Estelle qui te dit quand tu es impliqué dans un truc, c'est normal. Ce milieu, c'est notre famille. Je passe plus de temps avec les pilotes qu'avec ma propre famille, donc ton implication est logique, d'autant plus avec tes responsabilités. Tout à fait. Mais j'aime beaucoup ce que fait Estelle. Et ce que les gens ne voient pas, c'est que moi, je l'ai découvert, c'est que, par exemple, tu vois, la Coupe de France, je l'ai trouvée toute seule au milieu des bois, à se mettre dans des endroits pour faire des photos. Elle fait vraiment le job. Et si elle fait le job de cette façon, c'est pas pour la thune, c'est parce qu'elle aime ça. Ouais. C'est parce qu'elle a ça là-dedans, tu vois, qui coule. Ben, nous, c'est pareil. On n'est pas payé, mais on a ça qui coule là-dedans. Parce qu'il ne faut pas rêver. Les mecs comme moi, il y en a d'autres. Quand on part sur des épreuves, on ne gagne pas d'argent. Et c'est pas le problème. Moi, quand je vais sur une épreuve, c'est pour retrouver des gens que j'aime. Je vais passer un bon moment. Je vais leur apporter quelque chose, mais ils vont me le rendre au centuple. Et c'est ce que je veux. C'est ça. Ah, c'est ça. Non, mais tu vois, c'est beau d'avoir cette description-là parce que il y a plein de gens, ils se l'imaginent pas, parce qu'ils ne le comprennent pas, parce qu'ils sont jamais allés planter un piquet. Moi, quelque part, tu sais, en te faisant venir là, en te donnant une tribune comme ça, quelque part, c'est aussi pour que les gens, ils se rendent compte de la réalité de la chose et que peut-être, tu vois, ça leur donne l'envie d'aller s'impliquer avec un club local, avec des choses comme ça, parce que, comme on a beau le dire là, tu vois, tout le monde te félicite de cette mentalité-là, et je trouve que, tu vois, ça se perd de plus en plus, donc il faut le montrer aux gens pour leur montrer la beauté de la chose, que c'est pas, voilà, juste que c'est pas pour gagner de l'argent, que c'est pour partager des choses et la passion avant tout. Je pense que c'est un peu ce qui me motive, tu vois, à faire ça, à avoir des échanges comme ça avec les gens.
Donc c'est top. C'est important. C'est clair, c'est clair. Et moi, je souhaiterais justement que, au niveau que ce soit du cross ou même de l'enduro, au niveau de l'enduro kid, parce que moi j'ai beaucoup été dans l'enduro kid, et le dernier enduro kid que j'ai été voir, ça m'a pas trop plu, parce qu'il y a une mentalité de cross qui est en train de s'installer. Moi, au début de l'enduro kid de Kylian et de Enzo, les gamins, le soir, ils jouaient au foot un peu, les parents prenaient l'apéro, les grillades, tu vois, c'était l'enduro. Et le dernier que j'ai vu, j'avais l'impression de voir un mini-verre, tu sais. Ouais, je vois, ouais. Et j'ai vu des papas qui faisaient de la moto dans le parc à fond pour soi-disant régler le moteur, soi-disant. C'est important quand même, hein. On est au state là. Alors que ces abrutis, ils pèsent 95 kilos, ils sont sur un 65, donc ils sont en train de pulvériser l'amortisseur, mais ils règlent le moteur, c'est avec le tournevis et sans casque. Moi, quand je vois ça, l'exemple, tu le donnes aux gosses, quoi. C'est ça. Après, il ne faudra pas se poser de questions s'ils ne respectent rien par la suite. Hein. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Au bout d'un moment, tu peux leur donner les armes, ou tu peux essayer, on peut essayer chacun à notre petit niveau d'avoir une influence sur les gens qui nous entourent, etc., pour promulguer la bonne parole, entre guillemets, d'arriver à leur donner des bons réflexes, des bons automatismes. Mais si après, dans le cercle familial, ça ne suit pas, malheureusement, on ne pourra pas faire des miracles. Hein, mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras, quoi. C'est pas pour autant. Et puis surtout, moi, je voudrais passer un message aux parents, là. Au lieu de gueuler après vos gamins parce qu'ils vont pas assez vite, prenez une licence de moto, achetez-vous une moto et faites-leur voir. Voilà. C'est un jeu avant tout. C'est un jeu. C'est de la compétition, c'est vrai, mais c'est eux qui sont sur la moto. Foutez-leur la paix, ils sont là pour s'amuser. C'est clair. Mais de toute façon, pour garder... Ça. Je t'entends plus. Plus de son. Ça fait deux fois. Et voilà, ça fait la deuxième fois, ça commence un peu à me chauffer, que ça bug comme ça, surtout qu'on est qu'à la moitié du live, donc j'espère que ça va pas faire ça toutes les 15 minutes. Donc voilà, c'est dommage, mais on va recommencer tout de suite. Dès que Père Rico est là, ça vous fait faire une petite pause, hein, quelque part. Mais en tout cas, c'est pas pour autant qu'on va arrêter de dire ce qu'on a à dire. Hop là, ok, le mur est très joli. Hop là, Père Rico. Où est-il, Père Rico? C'est terrible ça. Ça saute. Où est Rico? Ah, voilà. Ouais, tu me vois? Ouais, c'est bon. Bon, désolé, hein, ça fait ça tous les quarts d'heure, c'est pas pratique. Hein. Et je sais pourquoi, parce que nous, les corbeaux ici, chez nous, ils boivent de l'eau, mais c'est de l'anisette qu'ils boivent. Donc là, les corbeaux, ils sont comme ça, tu vois. C'est vrai qu'ils sont un peu chargés, ouais, ils sont un peu chargés, les mecs. D'ailleurs, on va en parler de ce problème dans la moto, parce que j'ai une anecdote. Vas-y. Alors, moi, j'étais dans le sud, sur un enduro, chez un monsieur que tu connais bien. Et il y a plusieurs années de ça, hein, je crois que c'était le deuxième qu'on faisait. Et les pilotes montaient, donc ils avaient le parc fermé, ils prenaient les motos et ils montaient sur une estrade. Ils passaient devant moi et je les lançais. Et là, je vois un pilote, ça faisait un quart d'heure qu'il tournait dans le parc moto. Il finit par trouver sa moto. Donc il arrive vers l'estrade et au moment de monter sur l'estrade, il glisse, il se met une règle pas possible, il se pousse la moto. Donc il y a des gars qui le relèvent, il n'arrivait pas à pousser la moto. Et au moment où il arrive pour monter sur l'estrade, il y a un mec qui arrive en hurlant et je le regarde, je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit mais ce con-là, c'est pas ta moto. Donc là le gars il me répond, mais il me répond dans un dialecte que je connaissais pas, avec une espèce de vapeur anisée, tu sais, le produit qu'ils aiment bien là-bas dans le sud. Je lui dis mais vous avez bu? Et là, il y a un autre copain à lui qui arrive, qui me parle le même dialecte, avec le même effluve. Donc, tous les deux n'ont pas pris le départ. Et le troisième copain est arrivé, il m'a dit, mais vous avez raison, ils ont picolé toute la nuit. Donc, les deux pilotes sont pas partis. Mais ça, c'était par rapport aux jeunes qui vont faire en direction de course. Vous savez que vous êtes responsable, si vous avez un pilote qui part, qui est alcoolisé, vous êtes responsable du pilote. Si un accident, vous êtes responsable du pilote. Donc c'est pour ça que moi on me dit tout le temps, tu es toujours près des pilotes quand je suis sur l'enduro. Mais je vais toujours dire un petit mot à un pilote. Surtout quand ils ont passé la nuit sur le paddock. Moi je tourne beaucoup dans le paddock le matin. Je parle à tout le monde, je vais voir tout le monde.
Mais c'est pas pour rien que je fais ça. Ouais. C'est aussi pour voir, parce que ça, tu l'as pas dans les top pilotes. Il y en a quelques-uns qui font quand même pas mal la chouille. Si tu en as un qui est plus ou moins fatigué, tu lui dis écoute, tu partiras cet après-midi, on verra, tu seras au classement, mais tu feras la course. Ça m'est déjà arrivé, ça. Ouais. Ça m'est arrivé. Donc il y a intérêt à regarder. C'est pour ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on a des responsabilités qui sont énormes. C'est clair. Il faut savoir que si un pilote, par exemple, quitte une liaison et va se planter sur la route, je suis responsable. Bah forcément, c'est toi qui es responsable, c'est toujours pareil. C'est pour ça que quand un mec coupe, moi ça me rend fou. Bah oui. Voilà. Je comprends. Donc là, tu vois, c'est des anecdotes, ça. C'est clair. Alors, j'aimerais bien poser une question aux gens parce qu'il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils ne voyaient plus rien, comme s'ils n'avaient plus d'image. Donc, est-ce qu'il y en a un qui peut nous dire si c'est bon ou pas? Il y a 26 personnes sur le live, donc normalement ça devrait être bon parce que bon, ça baisse un petit peu, mais je crois qu'on a un problème de connexion peut-être. Décidément, ce soir, c'est la galère. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être les corbeaux qui sont trop... Tu vois, Tom, il nous dit qu'il n'y a plus d'image. Et il y en a qui me disent que si, il voit. Donc, je ne sais pas. On va continuer. Je te vois très bien. Moi, je te vois très bien. Moi aussi, je te vois très bien. Donc, Sonia, elle nous voit aussi. Donc, les gars, sortez et revenez du live. Hein, peut-être, tu vois, il y a Steph aussi qui nous dit que... Seb, pardon, qui nous dit que c'est OK. Thomas Destarac aussi. Donc, cool. Bon, on va continuer. Allez, on continue. C'est parti, vas-y. C'est bon, ok. Et ben du coup, toi qui nous as parlé voilà, de toutes les responsabilités, donc à partir du moment où l'épreuve était lancée, où le préfet te donnait la responsabilité, on va dire, qu'est-ce que tu trouves qui est le plus compliqué dans ton rôle à toi justement de directeur de course? Je dirais pas compliqué. Ce qu'il y a de plus stressant, je dirais. Okay. Ce qu'il y a de plus stressant, c'est à partir du moment où je lance le premier pilote. Ouais. Voilà. Là, à partir du moment où le premier pilote part sur l'épreuve, c'est d'ailleurs pour ça, je vais être très égoïste en disant ça, mais c'est un peu pour ça que j'ai arrêté aussi par rapport à mes enfants et surtout par rapport à Kylian, d'être en direction de course sur des épreuves d'enduro classique. Parce que pour moi, l'enduro actuel classique, ça ressemble à des grands prix de Formule 1. Il y a des spéciales qui sont, les mecs sont fond de 5 de longue, ça va très 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 vite. Et gérer ça pour moi, je sais, avec mon gosse dedans, ça serait compliqué pour moi. Ça serait compliqué. Alors que dans l'extrême, il y a beaucoup moins de vitesse, il y a beaucoup plus de difficultés. Donc pour moi, ce qu'il y a de plus contraignant, c'est ça. C'est à partir du moment où je lance le premier pilote, sachant que on a 24 ou 48 heures à faire, et qu'il faut absolument aller au bout, il faut absolument qu'il n'y ait pas de problème. Donc, tu as toujours des problèmes à gérer. Tu as le public, tu as plein de choses en fait. Tu as les vols de moto, aussi con que ça puisse paraître. C'est clair, ça peut arriver, ouais. Voilà. Il y a toujours, comme cette année par exemple, tu as vu ce qui s'est passé à l'Est. C'était en plus à 30 mètres de là où je dormais. Voilà. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Ouais. C'est clair qu'à partir du moment où tu as lancé le premier pilote, tu sais que voilà, ça va être 48 heures, il va falloir être à fond. Il va falloir tout gérer, régler tous les soucis, etc. Donc ouais, je comprends que ce soit, voilà, c'est à partir de ce déclenchement-là que voilà. Nous, à Alès, on a une très très bonne équipe, tout le monde a sa place. Ce qui est le plus contraignant, on va dire, pour moi, c'est au niveau de l'administratif, parce qu'on a toujours, on arrive toujours à régler les choses. Mais bon, on a très souvent sur les épreuves internationales, on a des mecs qui arrivent avec des papiers. Ils arrivent avec des papiers de Boeing 747 alors qu'ils roulent avec un 250, tu vois. Ou alors on arrive avec des gens qui ont plus de permis et qui nous amènent des attestations. Et quand on vérifie, en définitive, le mec il a plus de permis, quoi. On a aussi le gars de papa qui s'est inscrit, mais c'est son fils qui va rouler. Donc on leur explique que c'est pas possible. Donc c'est surtout le côté administratif qui est lourd et qui est contraignant. Parce que tu sais que quand tu es obligé de refuser un pilote, parce que moi ça m'est arrivé d'avoir la mort dans l'âme, de ne pas pouvoir le prendre, parce qu'il n'avait pas les bons papiers, qu'il n'a pas réussi à me fournir. Par contre, il y en a que j'ai accepté 10 minutes avant le départ, parce qu'au dernier moment, sur mon portable, je reçois le bon papier, je lui dis c'est bon, on va t'habiller, tu peux y aller. Et là, moi, je suis super heureux pour le mec, parce qu'ils ont mon numéro de portable, donc ils peuvent me transmettre les docs. Mais il y a des fois, on est obligé de dire non, je ne te laisse pas partir. Donc quand le mec, il vient du village d'à côté, c'est pas grave. Mais quand t'as le mec qui fait 600 bornes, c'est clair, pour venir faire la course, qui s'est préparé, au dernier moment, il a une merde de papier, qu'on ne peut pas le laisser partir, je peux t'assurer que moi, je les ai comme ça. Je comprends. Donc c'est le côté administratif.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sens, toi, t'es pas là pour interdire aux pilotes de rouler. Au contraire, t'es là juste pour vérifier qu'ils le font correctement dans les règles, parce que sinon, c'est toi qui vas devoir prendre la responsabilité si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe mal. Et donc, du coup, forcément, tu peux pas te permettre, comme tu donnais l'exemple d'un ami à toi, directeur, qui avait perdu son coup, perdu sa maison, etc., à cause de bêtises comme ça. Voilà, il faut savoir se protéger. Donc oui, je comprends tout à fait que tu puisses pas te permettre de laisser faire des choses, des dérives comme ça. Après, c'est sûr, je comprends tout à fait. T'es pas là pour empêcher le mec de rouler, surtout s'il a fait 600 bornes, etc., machin. Mais si il a pas les bons papiers ou qu'il n'arrive pas à te les fournir, malheureusement, tu peux pas te permettre de prendre le risque. Exactement. Par contre, pour être respecté, j'ai toujours eu en moi une chose qui est importante et que j'applique, c'est que je me comporte de la même façon avec le dernier pilote lambda et avec lui, là, tu vois, qui est numéro mondial. C'est la même chose pour moi. Moi, je sais que cette année, j'ai allumé un pilote qui était dans les 4. J'ai allumé parce qu'il voulait sans casque avec madame derrière. Je peux t'assurer qu'il n'a pas été sourd. Il n'a pas été sourd. Mais c'est la même chose pour lui que pour les autres. Et c'est peut-être pour ça aussi que les pilotes et l'entourage des pilotes a ce respect qu'ils ont envers moi, parce qu'ils savent très bien que je ne déroge pas à la règle, qui que ce soit. C'est qui ça. que ce soit. Ben, voilà. La justesse, c'est ça, hein, quelque part. Si tu veux que les gens ils te respectent et qu'il n'y ait jamais de soucis, que ce soit avec un top ou avec un pilote lambda, tu les traites tous à la même enseigne et voilà, c'est tout. De toute façon, tu n'as pas trop le choix. Mais c'est comme ça, et ça doit être comme ça. C'est clair. Parce que, de toute façon, il faut bien comprendre une chose, c'est que sur des épreuves, qui fait vivre une épreuve? C'est pas les top pilotes, hein, ils sont 4. Tous ceux qui sont derrière. Donc, ceux qui sont derrière, pour moi, doivent avoir le même traitement que les tops. C'est aussi simple. C'est clair, c'est ça. Tu vois, on a Guigui305, donc il nous dit il te dit: salut Rico, ça fait 2 ans que je suis dans l'âne extrême, j'aime bien être bénévole, mais quand on a des pilotes qui nous engueulent parce qu'on vient pas les aider alors qu'on a ordre de pas les aider, je finis sa phrase, ça doit pas faire plaisir, c'est sûr, mais malheureusement, voilà. Alors, je vais lui répondre, écoute-moi mon copain, la prochaine fois tu relèves le numéro et tu me donnes le numéro du gars, j'irai lui expliquer. Voilà, parce qu'on n'a pas à vous engueuler. Vous avez ordre de ne pas nous aider de toute façon. C'est ça. Les aider. Oui. Après, voilà, il suffit juste que les mecs. Après, tu peux imaginer que les types, ils sont dans l'effort, etc. Ils peuvent être dans la galère, ils en ont marre, ils sont au bout de leur journée, au bout de leur force, mais c'est pas pour autant qu'ils ont le droit de manquer de respect à un bénévole qui est là, justement, bénévolement pour permettre à l'épreuve de fonctionner. Tu vois, on a Fou43. Alors, c'est un organisateur de la Transpire qui dit: certains pilotes jouent au con aussi avec le bruit de leur moto. Et oui. Tout à fait. Je suis absolument d'accord aussi. Là, je suis d'accord. D'ailleurs, moi, sur le parc, j'ai fait très attention à ça. Oui, tout à fait. Avec le bruit de leur moto, ils jouent au con, oui. Et puis, il y a les pilotes aussi parce qu'ils ont l'impression que quand ils viennent à un extrême, il y aura moins de contrôle. C'est absolument pas vrai. Moi, nous, on a Guy Mivlas qui est très pointilleux avec le reste de l'équipe de l'Est. Ils font des contrôles sur nous, hein, donc faut pas croire que parce que tu viens dans l'extrême, on fait n'importe quoi. Non. C'est ça, parce qu'il y a plein de gens, je suppose, hein, peut-être qu'ils s'imaginent que comme c'est pas un championnat officiel de la fédération, qu'ils vont pouvoir un petit peu être plus libres, etc. Tous les gens qui œuvrent dans ce championnat-là, c'est quand même des gens qui ont l'expérience et qui respectent, même si elle s'applique pas forcément, une nomenclature qui a été définie par la Fédé. Donc après voilà, pour que l'épreuve elle puisse se passer, il y a des règles au niveau de la préfecture à respecter, etc. Au niveau de tout le monde. Donc si elle passe la commission de sécurité routière, c'est qu'il faut faire tout dans les règles. Voilà. Mais tu sais, si on rentre là-dedans, on va pas rentrer dans le sujet parce que moi ça me fait rire, mais quand on voit le nombre de spectateurs qui va voir le championnat de France d'enduro, et quand on voit les spectateurs qui sont à l'extrême, ou qui sont à la Gilles Lallet classique, ou qui sont à Ricatteri, moi ça me fait très sérieusement rire. Parce qu'à l'Est, quand on est au bord du Gardon, il y a 10 000 personnes. Quand on est sur Mercouarol, il y en a 30 000. Donc, voilà. Je pense que les gens se retrouvent beaucoup plus maintenant dans l'extrême, je pense. C'est clair, c'est au-delà du fait d'officiels comme toi qui retrouvent un esprit de partage, comme on disait. On en a parlé avec tous les pilotes qui sont passés là avant toi, qui font de l'extrême, et ils sont tous très contents de cet engouement, et que justement, certains qui font les deux, qui font aussi le championnat de France, ils ont été les premiers à dire que c'était bien triste de voir plus personne au bord des spéciales, et que ça rassemblait de moins en moins de monde, et que c'était triste. Donc il allait falloir changer des choses, tout simplement. Mais après, voilà. C'est très triste, les spéciales. Moi, j'ai vu des spéciales sur le championnat de France, je te dis, c'est des grands prix de Formule 1. Moi, j'ai vu des spéciales l'an dernier arrêtées à Saint-Jean-d'Angély.
Parce que dans une descente, il y avait 3 cailloux. Mais les mecs ont fait de l'enduro. Dans le mot enduro, il y a le mot dur. Bien sûr. Et là, très sincèrement, moi je le dis, hein, moi je me cache pas, ils me connaissent. Il y en a qui m'aiment pas au niveau de la fédé, mais je m'en fous royalement. Mais ils ont flingué l'enduro. Ils l'ont flingué l'enduro. Et si jamais ils prennent pas un virage à 180 degrés, ils vont se retrouver avec plus personne. C'est ça. Et moi j'espère qu'ils comprendront ça et qu'ils feront les choix opportuns, tu vois. Mais genre, tout le monde en est conscient, donc maintenant ce serait bien qu'eux aussi ils en soient conscients, quoi. C'est malheureux. Ça veut dire. C'est ça. Bon, s'il y a des gens qui m'insultent, tu peux me le dire aussi, hein. T'inquiète, pour l'instant c'est bon, il n'y en a pas. Mais tu vois, on a ton collègue Seb qui dit j'ai entendu dire que la FFM serait sur le point de récupérer ce championnat. Est-ce que c'est vrai? Je suppose qu'il parle de l'extrême. Alors là, il faut voir avec les organisateurs, mais je pense pas que ça le fera en tout cas. Enfin, en tout cas, pour Alès, je pense pas que ça le fera du tout. Mais tu sais, pour faire une épreuve comme Alès, comme Rick, on n'est pas obligé de faire partie d'un championnat. Que je sache, le trèfle lausanien, c'est pas un championnat, c'est une classique. Bien sûr. C'est un peu ça. Il faut bien comprendre une chose, c'est que Alès, ça fait maintenant plusieurs années que ça existe. C'est une centrale nucléaire, exactement comme le trèfle lausanien. Ce sont des grosses machines qui se sont construites au travers de gens qui sont là depuis 6 ans. Et il y en a qui voudraient arriver de Paris en disant maintenant vous dégagez, c'est nous qu'on va s'en occuper. Ça ne pourra pas le faire, ça. Ça marche pas. Et ouais. Mais je sais pas si tu connaissais, Robert, mon père, etc. à l'époque où ils ont organisé le seul enduro national du Folep qui a eu justement juste à côté de là où moi j'officie. Et du coup, ça a été ça, hein, ça a été exactement ça. Des mecs qui avaient des costumes de peintre tout blancs avec marqué UFOLEP en rouge, là je m'en souviens encore, dans le dos aussi pareil. Et les mecs, ils se prenaient pour les rois du pétrole, ils buvaient du champagne à leur table, mais ils en donnaient pas aux autres bénévoles, etc. Enfin voilà, que des trucs à dormir dehors, quoi. Mais bon, malheureusement, c'est pas pour rien qu'il y en a eu qu'un seul d'organisé d'ailleurs. Mais bon, enfin bref, c'est comme ça. Par contre, la différence qu'il y a entre l'enduro et l'extrême maintenant, si tu préfères, c'est l'extrême de maintenant, c'est l'enduro d'il y a 30-40 ans. Donc, ils vont avoir affaire à des sangliers, tu vois. Donc, les mecs, ils vont pas lâcher le morceau, faut pas rêver, quoi. Et moi, je peux te mettre ma main au feu que des épreuves comme Alès ne fera pas partie d'un championnat de France, ou alors elle en fera partie, mais il faudra qu'il laisse faire le club ce qu'il veut, avec leurs vols, leurs officiels, et qu'ils viennent pas s'en mêler. Sinon, ça ne le fera pas. C'est normal. Et de toute façon, on n'a pas besoin d'eux pour exister. C'est ça. Il le prouve depuis 6 ans, hein, de toute façon. On peut exister sous forme de classique. On s'en tape totalement. C'est clair. Et puis, quand tu vois le travail qu'ils ont fait pour créer cette épreuve-là, pour amener ce projet-là à Alès, etc., forcément, la FFM, ils n'ont pas forcément été là pour les aider. Ils ne sont pas venus débroussailler ni rien. Donc après, tu ne peux pas récupérer le gâteau comme ça. C'est pas possible. Après, il peut y avoir un consensus de choses de faites. Bien sûr. Mais vouloir récupérer le bébé avec l'eau du bain, je pense pas que ça se fera. Non, je suis d'accord. Je pense pas. Mais du coup, je voulais te demander un petit peu, parce que tu m'avais dit que tu allais faire, que tu allais officier sur un championnat de France de cross-country aussi. Je voulais te demander un petit peu, du coup, est-ce que tu l'as déjà fait sur un cross-country ou c'était une première cette année que tu devais faire? Non, c'était une première et ça devait se faire en Masgro, en Lozère. Bien sûr, ouais. Le promoteur cherchait un endroit et moi je savais que là où il voulait faire quelque chose, donc comme je les connais et qu'on avait fait l'enduro ensemble pour Mathias Bellino l'an dernier, avec l'équipe Masgro, on m'a dit, je leur ai proposé, ils m'ont dit open, ils se sont parlé entre eux au téléphone et moi je vais officier le samedi et le dimanche parce que un truc qui est formidable dans le championnat de France de cross-country, et j'ai aimé cela parce que j'en avais parlé déjà à l'époque où Kylian était chez Merel, et qu'il avait gagné la catégorie jeune avec Merel au championnat de France de cross-country, c'était à Bassivière. Kylian avait gagné là-bas et on avait discuté avec le promoteur et je lui ai dit c'est dommage que tu puisses pas faire rouler les jeunes comme en enduro kid. Et je pense que ça a dû un petit peu Et il m'en a parlé. Et je lui ai dit, tu vois, c'est génial ça. On en a parlé aux France, c'était à Saint-Jean-d'Angely d'ailleurs. Et je lui ai dit, c'est génial. Je lui ai dit, je vais essayer de trouver un club. Et moi, quand j'ai trouvé le club, j'ai commencé à en parler autour de moi. Mais le nombre de gens qui m'ont dit, on va venir pour les gamins, c'est génial. C'est clair. Mais des jeunes, par contre, qui étaient dans l'enduro kid et qui ne s'y retrouvent plus maintenant. Tu vois, par rapport à quelque chose qui s'est installé
où il y a la course à l'armement, comme on va dire, tu sais. Tu sais, les mecs qui débarquent avec 3 motos, et il y en a une qui roule, mais il y en a 2 de secours, alors que le gamin, il met pas un pied dans l'autre, c'est le père qui fait l'échec. Il y a tout ça, tu vois, il y a tout ça qui s'installe. Et moi, j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit, mais on n'a plus envie d'y aller. Par contre, le cross-country, ça serait génial. C'est clair. Et ouais, mais c'est sûr. Et mettre un petit peu de difficulté, tu sais, un petit peu de franchissement, un petit peu de... les amener vers ce qui était l'enduro. C'est ça. Il y en a un qui avait tout compris là-dessus, c'est Gilles Alguier. D'ailleurs, je lui passe le bonjour s'il m'entend à Cahors. Gilles Alguier est pour moi le plus bel enduro-kit qui puisse exister depuis le début. Il a un enduro-kit qui est formidable, il a un espace qui est formidable. Et une année, il a émis un super pierrier, un pierrier magnifique, un pierrier qui n'était pas dangereux. Et tous les gamins rêvaient de passer ce pierrier. Et il y a un grand coucou de la Fédé qui est arrivé qui a dit « Ah non, il ne passe pas le pierrier là ». Mais les gamins, ils pleuraient, ils n'avaient qu'une envie, c'était de le passer, ce pierrier. Tu vois, c'est ça que moi, je trouve qu'il faut redonner comme goût à l'effort aux gamins. C'est clair. Dire, ben, dans l'enduro, il y a ça aussi, mon gars. Et les gamins sont demandeurs. Ben oui, bien sûr. Mais tu as des mecs en cravate qui décident que non. C'est formidable. C'est clair, malheureusement, je crois que c'est pas le seul domaine où ça se passe comme ça, et c'est bien dommage. Et du coup, tu vois, moi le premier, hein, les gamins que j'ai à l'école de pilotage et les gamins en 65, je les fais rouler sur les journées enduro que j'organise dans un domaine privé, là, à l'espace Hannibal, où Kylian a pu venir, etc. Parce que les gamins en 65, ils sont là, tu les mets dans les montées avec les cailloux, les machins comme ça, ils n'ont pas peur, ils s'en foutent, ils sont très contents de pouvoir faire ça. Et au contraire, ils préfèrent faire ça, que des fois je leur fais faire des séances à faire que des appuis, que des virages, des choses comme ça. À la fin, ils me disent, on peut aller jouer dans le circuit super enduro, c'est top, on va se marrer. Ils descendent, ils remontent dans les fosses, ils arrêtent de remonter sur les troncs. Donc voilà, comme tu dis, c'est pas parce que un col avec une cravate décide de ça qu'il faut pas leur faire, quoi. Au bout d'un moment, c'est un peu aux antipodes de ce que est vraiment la pratique, quoi. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Mais regarde bien un petit peu l'époque des gamins qui roulent maintenant devant, comme Verrer, comme Kylian, comme d'autres, comme le petit Brémond ici qui s'est blessé, mais c'est très très bon, Kylian Brémond. Tous ces gamins comme Kylian, comme Brémond, comme le petit Robin et d'autres, c'est des gamins qui ont été à l'école du MCL avec Titi et avec moi. Ben, je peux t'assurer qu'au MCL, il y avait des troncs d'arbres, il y avait des pierriers, il y avait des fosses, il y avait des montées, il y a des après-midi où on travaillait des machins comme ça et on est resté toute l'après-midi. Et quand ils avaient réussi à passer, ben on passait à autre chose. En attendant, voilà les produits que ça a donné. C'est ça, il n'y a pas de secret, Dans une moindre mesure, tu sais, tu parlais du motoclub primeur aussi. Moi, je suis un pur produit de ce club-là, dans le sens où j'y étais avec mon père pendant presque 10 ou 11 ans. Et ce qui s'est passé là-bas, c'était ça. Il y avait une belle ambiance dans le sens où les parents se formaient, pas pour s'occuper de leurs gosses, mais pour s'occuper des gamins des autres. Et du coup, on était une des écoles où il y avait le plus de moniteurs diplômés. Et les gamins, on leur faisait faire des montées, des dévers, des machins, des pierriers, des choses comme ça, tout le temps. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont sortis de là aujourd'hui, Amélie Dufaux en tête, et ils ont pas peur de l'effort, ils sont bons sur les motos et ça se passe bien. Et c'est juste des gamins bien élevés et ça se passe top. C'est ça qu'il faut. Et j'avais été invité par Robert avec Kylian qui était en 85 à l'époque. J'avais été donné 2-3 cours là-bas, j'étais invité à Robert. Et j'avais été surpris par le terrain avec les rayguillons que vous aviez. Et moi, j'avais trouvé ça fantastique. J'ai dit, voilà, là, on apprend à faire de l'enduro. Bien sûr. Et puis, tu vois, la mairie suivait pas mal. On avait organisé des mini enduro kids parce qu'il n'y avait pas énormément de monde. C'était un peu le début et c'était top. Et moi, j'étais marshal pour m'occuper des gamins. On avait fait une boucle avec des montées qui étaient empruntées par les adultes dans l'enduro de la Bastide qu'il y a chaque année. Et du coup, tu vois, les gamins, c'est pareil. On était allés les entraîner ceux de l'école une paire de fois avant et ils étaient au top, les gamins. Et ils n'ont jamais eu peur d'aller faire des montées. Tu vois, il y en a beaucoup aujourd'hui qui vont rouler chez moi ou chez Nico aussi beaucoup, de parois. Et les gamins, ils sont au top. Non, franchement, c'est... Nico est un très bon éducateur. Moi, je le connais, il est comme ça. Et en plus, il a un très bel espace aussi. Ouais. Par contre, tu me préviendras quand on sera 2-3 minutes de la fin parce que j'ai un message à faire passer qui est assez important. Ok. Tu vois, comme on a repris à la demi, on a un peu plus de temps. Donc, si toi, tu as quelques minutes devant toi, on continuera.
J'en ai encore autant que tu veux. J'attaque pas l'apéro avant 22h. Eh ben, c'est très bien. Eh ben, c'est parfait. Tu vois, on va pouvoir raconter plein de trucs, c'est impeccable. Tu vois, on a notre ami Paul Poiton qui est un éducateur aussi, forcément, avec le MC Poussant, avec la Outsider Academy. Moi, je suis sur tous les Enduro Kids à Cahors. Il avait le Pierret de la fédération. A juste fait une déviation, il dit. Oui, mais bon, voilà, c'est le même principe, quoi. Cette année, moi, je lui parle de ça il y a 4 ans. C'était juste après le mondial. Donc, la dernière fois que j'étais dehors, il y a Enzo qui roulait il y a 4 ans, il était en 85, parce que Kylian ne roulait plus en Enduro Kid. Oui, il y a 4 ans, c'était juste après l'épreuve du mondial. Et là, je peux t'assurer que les minots passaient pas sur le Pierrier, hors de question. Voilà, bah, tu vois, après, Paul, il a rajouté, mais les pilotes, ils pouvaient le prendre ou non. Ils avaient juste fait une déviation pour leur laisser le choix. Donc après, voilà, peut-être que ça a évolué dans le bon sens aussi, mais c'est vrai que voilà, ça m'étonne pas que ça ait pu arriver, ce genre de confrontation un petit peu entre les officiels de Paris et les membres des clubs, quoi. Tu vois, il y a quelque chose qui est très significatif dans ce que je vais te dire. Tout début de l'Enduro Kid, moi j'ai fait partie des premières années. Ça a été créé par Marc Toriani, Hervé Sauvert et une autre personne sur Brioude. Et au tout début, je peux t'assurer une chose, c'est que la Fédération française de moto ne voulait pas entendre parler de l'Enduro Kid. Et je de quand ils ont commencé à regarder l'Enduro Kid. À cette époque, Kylian était en 85 cm3. Il y avait des gamins qui commençaient à rouler déjà pas mal. Et ben, je me rappelle c'était la première fois qu'un pilote élite venait faire une démonstration. Donc il est venu faire une démonstration et donc Kylian était en 125 quoi. Et c'était Kylian qui avait gagné d'ailleurs. Et le pilote élite a fait la spéciale 3 fois. Il n'a pas réussi à s'approcher du scratch. Et ça, je peux te le jurer, il y a des témoins, il était à 2 secondes du scratch, c'était un élite. Il est reparti penaud et il a dit franchement, les gamins, ça roule. Et à partir de ce moment-là, les mecs de la Fédé ont commencé à débarquer, à dire ouais, effectivement, ça commence à pousser. Donc, ils ont aidé. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas aidé, au contraire, ils ont aidé. Ils ont commencé à venir sur l'Enduro Kid quand ils ont vu que le niveau était. Moi, je me rappelle de la finale à Brioude. Il y avait un spectateur, il y avait eu, comment il s'appelle, qui était chez Yamaha, qui était champion de France à 36 ans, comment il s'appelle déjà je m'en rappelle. J'ai discuté avec lui, il m'a dit, je suis impressionné comment ça roule quand même. Je te parle de ça il y a 6 ans en arrière. Il m'a dit, je suis impressionné. Ça roulait vraiment très très vite. Et là, la Fédé a dit, il y a un bassin, il y a un vivier, il va falloir qu'on y aille. Donc, ils sont venus. Je ne dis pas que c'est négatif, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'au début, l'Enduro Kid, c'était, allez, dégagé, on ne veut pas entendre parler. Et quand ils ont vu comment les gamins commençaient à tordre la poignée, là, ils sont venus. Alors, ils ont amené du positif, bien sûr. Mais pour moi, ils ont aussi amené du négatif. Ouais, c'est normal. C'est-à-dire qu'ils ont transformé ça, c'est une espèce de mini-verre, quoi. Ouais. Ouais, ça c'est dommage. Il faudrait, voilà, malheureusement, tu vois, si des mecs comme toi qui étaient là au début, ça commence un petit peu à exaspérer tout ça, je comprends, hein. Moi, le premier, c'est vrai que, tu vois, des fois, j'ai eu des gamins en stage, pareil, hein, qui, comme tu disais juste avant, c'est la course à leur maman. Ils viennent sur une semaine de stage, le gamin, tout ce qu'il veut, lui, c'est kiffer. Que tu vois qu'il a une remorque en alu, machin, avec 2 moteurs d'avance dedans, des paires de roues. Tu vois, le gamin, s'il a crevé une seule fois dans la semaine, c'est le bout du monde. Alors après, c'est bien qu'il soit venu avec des pièces, avec des choses comme ça. Mais moi, ça m'a un peu fait halluciner parce qu'en fait, le gamin, tout ce qu'il voulait, lui, c'était juste s'amuser avec ses copains, ça. C'est tout, quoi. Et je suis absolument d'accord avec toi. Et il y a un formateur pour ça qui est fantastique. Moi, Kylian, il a fait 2 stages là-bas, Enzo aussi. C'est quelqu'un que je salue qui s'appelle Olivier Nita. Olivier Nita, c'est un mec qui est comme ça. Et quand vous allez chez lui, moi, je conseille à tous les jeunes qui veulent faire de la moto d'aller faire un stage à Cross-Up. Quand vous arrivez chez lui, il y a le briefing pilote et parents. Je peux t'assurer que le briefing dure 2 heures. Est-ce que les gamins et les parents prennent dans les oreilles? Ça les calme. Il fait pas semblant. Comme il leur dit, si vous êtes chez moi, c'est déjà vous ne serez jamais champion du monde. Ici, il n'y a pas de champion du monde. Vous sachez une chose, c'est qu'à partir du moment où vous allez être avec moi sur le terrain, vos parents seront à 3 km. Déjà. Et il a une philosophie énorme. C'est-à-dire qu'il dit aux enfants, vous savez, chez moi, ça coûte cher pour venir. Vos parents, ils ont payé cher pour venir. Donc, soyez dignes de ça, déjà. C'est pas parce que toi, tu as les roues X machin chose que tu iras plus vite que lui. C'est exactement ça.
Tu vois, c'est ça. C'est qu'il a une philosophie là-dessus qui est formidable. C'est qu'il met tout le monde au même. Voilà. Il dit une seule chose, la différence, elle se fait là. Elle se fait pas à la préparation, elle se fait pas avec les plus belles bottes, non, elle se fait là. Elle se fait dans la technique. Et je trouve qu'il a une philosophie qui est énorme. C'est ça. À partir du moment où on met tout le monde sur le même pied, enfin sur le même niveau, on peut en tirer le meilleur des gens. Mais si on commence à faire des différences, c'est compliqué. Et cette philosophie, on la retrouve dans l'extrême. C'est ça. Mais du coup, tu vois, pour en revenir à l'extrême, on a une question intéressante de Julien Baudry qui te dit Salut Rico, ne penses-tu pas que les extrêmes sont préjudiciables pour notre pratique? Depuis la création du challenge extrême, je vois beaucoup plus de pratiquants faire n'importe quoi autour de chez moi. Il explique donc du hors-piste, des ruisseaux, etc. Tout ça pour s'entraîner pour les extrêmes. Alors, Julien, tu dis une chose qui est vraie, mais quelque part, c'est la responsabilité de chacun. Ouais. Parce que si tu vas par là, Julien, il y a des choses qui sont beaucoup plus pénalisantes pour l'enduro. C'est les mecs que j'appelle les champions du monde, les trous du cul du lundi d'après. Tu sais que quand l'épreuve elle a fini, il y a toujours les footballs du lundi d'après qui vont faire de la repasse. Et la repasse, c'est énorme. Et bien, je pense que ces gens-là sont beaucoup plus préjudiciables pour notre sport que ceux qui vont s'entraîner. Après, aller s'entraîner, c'est une responsabilité de chacun. Bien sûr. Mais ceux qui font de la repasse, c'est le message que je voulais passer tout à l'heure, c'est des gens qui nous font énormément de mal. Énormément. Et c'est des gens qui tuent les épreuves. Ouais. Alors après, oui, effectivement, il y a des gens qui vont aller s'entraîner n'importe où. Mais ça, c'est la responsabilité de chacun. Nous, on a des espaces ici en Lozère où on a demandé où on pouvait aller. On nous a autorisé. Les mecs, ils vont. Ils font pas n'importe quoi. Mais tu auras toujours des brebis galeuses. Malheureusement. C'est clair, malheureusement. Là où je suis d'accord avec Julien, c'est vrai. C'est que les gens vont chercher des spots où il y a de la difficulté. Bien sûr. Où il y a de la difficulté. C'est logique. C'est tout à fait logique. Mais ça, on ne peut pas lutter contre ça. Ça paraît compliqué, c'est clair. Alors après, pour autant, est-ce qu'il faudrait, tu vois, si on suivait cette logique-là de Julien, entre guillemets, comment on pourrait, en proposant des courses qui sont dures comme ça et qui sont des belles épreuves qui amènent le dépensement de soi, comme on disait tout à l'heure, comment on pourrait demander aux gens après de ne pas s'entraîner pour être prêt pour ce genre d'épreuve? Alors, de s'entraîner dans les clous, évidemment, s'entraîner dans les clous. Mais on peut s'entraîner dans les clous. On peut. Bien sûr, moi, je vais t'expliquer les choses qui étaient ça. Il y en a qui ont commencé. Tu vas voir au circuit de motocross du Puy, ils ont une base motocross, une base avec Julien, et une base extrême. Mais celui qui veut faire l'extrême, il y va. C'est pas réellement extrême. Mais moi, je vais lancer un appel au motoclub, un appel aux espaces de moto. Créer des espaces extrêmes avec des vraies difficultés extrêmes. Non seulement vous aurez du monde, mais vous allez gagner de l'argent parce que les gens vont payer un droit d'entrée. Faites des zones extrêmes, ça empêchera aux gens d'aller dans la nature. C'est aussi simple que ça. Faites des zones. Moi, j'ai un pote qui m'a proposé un espace. Je suis en train de m'en occuper à partir d'octobre. Là, il y aura une vraie zone extrême, mais une costaud. Ouais, c'est ça qu'il faut. C'est ça, mais moi je suis complètement d'accord avec toi. Dans le sens, je cautionne pas du tout ceux qui vont aller s'entraîner dans du hors-piste, dans des ruisseaux, etc. Tout ce qui est interdit, en fait, tout simplement. Tu vois, moi je fais le même boulot que toi pour justement ouvrir des nouveaux espaces, que les gens soient contents. Tu vois, quand Kylian il est venu sur les journées qu'on organise à Hannibal, il y a de quoi faire. Après, il y a des mecs qui sont venus qui m'ont dit que c'était pas assez dur. Chaque mois, je leur ajoute des nouveaux singles, des nouveaux trucs avec des grosses marches, avec des choses comme ça pour essayer de les satisfaire, tu vois. Alors après, malheureusement, comme tu disais juste avant, les brebis galeuses, il y en aura toujours. Même si nous, on donne le maximum de nous-mêmes, ça va être un peu compliqué de toujours faire une pratique 100% légale, en tout cas de contenir tout le monde. Mais en tout cas, il y a des gens comme nous, je pense, qui font les choses correctement. Donc voilà, il faut donner des idées. Comme tu dis, il faut appeler les clubs pour que les mecs pensent aussi à faire ça. Ils trouvent un intérêt, qu'il soit financier ou juste purement personnel. Mais voilà, pour que les zones se développent et que du coup, forcément, plus on va proposer des zones pour que les gens puissent s'entraîner correctement,
plus on aura des mecs performants sur les courses, etc. Et ça fera monter le niveau pour le championnat et ainsi de suite. Mais là, Julien a soulevé quelque chose qui est important et qui est vrai. D'ailleurs, je tiens à saluer Julien parce que c'est un ancien très grand champion, c'est un ancien pilote. Il s'occupe aussi d'un autre grand champion qui actuellement fait le Dakar. Et c'est un mec qui est super sympa, c'est un mec qui est charmant et c'est un très bon entraîneur. Donc dans les Mousins, si vous avez des bons conseils, allez voir Julien. Ouais, mais moi, si j'ai l'occasion, j'irai le voir avec grand plaisir. Tu vois, là, il nous remercie, il dit que c'est un sujet très délicat, il te remercie pour ta réponse, et moi, il me remercie pour ses lives. Mais merci à toi de participer et d'être là, ça fait très plaisir. Voilà. Par contre, Julien, tu sais que ça va te coûter un demi, là, ce que je viens de dire pour toi. il faut. Attends. Alors, autre souci, les top pilotes et même certains teams qui balancent sur les réseaux des vidéos d'endroits totalement interdits et privés. Voilà, c'est la même raison. Il ne faut pas que tous ces mecs-là se croient au-dessus des choses. Après, il faut être sûr qu'ils ne le font pas dans la légalité. Il y a des endroits, voilà. Moi, je vois de qui ils veulent parler. J'ai un ami qui fait ça. Eh ben, je vais répondre à ces gens-là. Moi, j'ai un ami qui a fait... Alors, je ne sais pas de quelle vidéo il parle. Mais je sais que j'en ai parlé avec lui. Il faut savoir qu'il y a des teams qui louent pour une journée. Bien sûr. Des espaces qui sont soi-disant interdits. Si tu t'adresses à la bonne personne, il n'y a pas de souci. C'est ça. Moi, j'ai posé la question à justement un pilote extrême de haut niveau. Je lui ai dit, mais là où tu vas, il m'a dit non, j'ai loué pour la journée. Ouais. J'ai fait une demande, elle a été acceptée. J'ai loué, j'ai remis en état. Et voilà. Pas compliqué. Donc, voir des vidéos comme ça, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux. Moi, voilà, moi, on m'a dit que la semaine dernière, il y avait un chien labrador, on l'avait vu au Paul Ricard en train de conduire une Formule 1. Tout le monde l'a vu, hein, sur Facebook, tout le monde l'a vu. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais ouais, c'est ça, tu vois, il faut arriver à faire attention avec le vrai et le faux, ce qui est des fois compliqué de faire la différence, mais c'est pour autant important, tu vois. Après, sûr qu'il y a des espaces qui peuvent se louer, à plein d'endroits, des domaines privés, etc. On peut faire plein de choses qu'on ne pourrait pas faire dans la nature, et voilà, il faut faire attention. C'est pas parce que c'est des teams forcément qui vont se permettre de faire des choses illégales, au contraire, la plupart du temps, ils préfèrent les faire dans un cadre légal, ça fait partie de leur travail aussi. Voilà. Moi, j'ai une anecdote là-dessus rapide. J'avais fait un stage avec Rodriguin. Je salue mon Rodrigo, c'est un super pote à moi. Il est arrivé là, tout à l'heure, il a dit qu'il était en retard parce qu'il était allé courir justement. Oui, il courait. Je sais après quoi il courait, moi, t'inquiète pas. Et peut-être qu'elle était deux, même. Mais on avait fait un stage, et il y a une partie où on ne devait pas aller. Et pendant un stage, il y a 2 pilotes qui sont allés là-bas. Je peux t'assurer qu'il leur a mis une allumée et une leçon de morale en disant mais on est interdit d'aller là-bas. Pourquoi vous êtes allé là-bas? Alors que lui, il aurait pu y aller. Bien sûr. Non, il leur a fait la morale, il leur dit mais là, vous mettez Rico en difficulté, on n'a pas le droit, pourquoi vous y allez? Tu vois? Pourtant, c'est un grand champion, il aurait pu s'en foutre. Ben non, il les a remis en place. Il y a des gens qui ont de vraies valeurs. Après, malheureusement, tu as des gens qui n'ont pas ces valeurs. Mais ça, voilà. Voilà, c'est compliqué. Il y en a qui pensent que tout leur est dû, et puis d'autres, ben non, d'autres qui ont des valeurs. C'est ça. C'est pour ça que de temps en temps, tu vois, mettre des mecs comme toi sur le devant de la scène, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on n'entend pas ça tous les jours, ce genre de discours, et ça fait du bien parce que justement, il y a trop de gens qui pensent que parce qu'ils ont une bécane, parce qu'ils l'ont payé cher, parce qu'ils payent des impôts, ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est trop facile de simplifier le problème à juste soi-même, quoi. Il nous reste combien? Alors là, il nous reste 22 minutes encore. Alors attends, je vais te laisser voir un coup, je vais prendre une batterie parce que ça se décharge là. Allez, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Tu vois, donc du coup, je suis d'accord avec toi, Paul. La publicité sur des spots interdits, c'est puni par la loi, tout à fait. On a des copains qui en ont fait les frais, qui même sur un spot privé, en montant des actions qui sont typées hors piste, voilà, forcément, ils ont été embêtés par l'ONF, par tout ça, et ça allait au tribunal cette histoire. Donc voilà, je nommerai personne, mais même si c'était un domaine privé, ils ont eu ce souci-là parce que sur les vidéos, ça montrait comme si c'était du hors-piste, et donc du coup ils ont eu des soucis. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut faire attention. Tac. Quand on voit que certains vont tourner à Mercorol et refaire la montée du final, tout à fait. Il y en a beaucoup qui font ça. Alors malheureusement, après, il faut savoir que Mercorol est un domaine privé. Il y en a certains qui ont des autorisations parce qu'ils connaissent les propriétaires, ou une partie des propriétaires, mais c'est vrai que voilà, sans autorisation, c'est complètement interdit, quoi. Mercorol est totalement interdit, ouais.
Donc, d'accord avec toi. C'est ça. Donc voilà, tu vois, il y a Florian Perret, justement, qui demande que pensez-vous du terrain de Jarvis pendant le confinement. Alors, c'est son terrain privé qui se situe entre l'étendage pour sa femme et puis j'ai pu voir 2-3 poufs en osier aussi. Et moi j'ai vu une annonce, je crois que c'est aujourd'hui, ou je sais plus quand est-ce qu'il l'a mis, mais que du coup il vendait la moto suite à un divorce, etc. Machin. Enfin bref, il faisait une blague parce qu'il avait cassé la cabane du jardin. Il est incroyable, ce grave, il est incroyable. Sa femme est absolument charmante, elle est gentille. Moi, je prends mon petit déjeuner avec eux le matin, et je peux t'assurer que Jarvis, c'est un mec, il se lève le matin. En principe, sauf cette année, mais toutes les années avant, il avait la 131, j'avais la 132. Donc on se retrouve au petit déjeuner, et d'une délicatesse, il arrive, il te dit bonjour. Il est absolument génial. Et une anecdote qui est arrivée à sa femme, et j'ai eu la peur de ma vie ce jour-là, c'est pour ça que depuis cette année extrême, je vire tout le monde dans la zone de départ, dans la zone d'arrivée. Même des photographes, des fois, je les vire. Et je vais t'expliquer pourquoi. Avant, on s'est arrivé dans l'extrême au bout des rochers, tu sais, avant de remonter au-dessus. Tout à fait. Et là, Graham venait d'arriver, il y avait le deuxième qui venait d'arriver, Graham avait gagné. Et il y a un pilote qui est arrivé derrière, Lambda, qui a perdu le contrôle, la moto est partie, et il y avait tous les photographes, tout le monde, et la femme de Graham, c'est elle qui a pris la moto. Donc, 3 personnes par terre, Graham par terre, sa femme par terre. Ils nous en ont jamais tenu. Je suis allé m'excuser, que ce soit Graham ou sa femme, pas un mot plus long que l'autre. Pas un mot plus long que l'autre. Génial. Si jamais il t'arrive ça avec, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est le procès, quoi. C'est le procès. C'est des gens qui sont perchés là, et pourtant, comme ça. Hein. Moi, je sais que Graham, c'est un mec fantastique. C'est clair. Oui, il m'avait fait beaucoup rire quand j'ai pu parler un petit peu avec lui donc à Porto l'année dernière, quand on était le premier jour qu'on attendait pour entrer sur le paddock Alexandre Lagaresse, et qu'il arrivait avec la soupe et qu'il faisait des travers dans le parking. C'était génial. Il nous a fait un spectacle pas possible et super abordable, vraiment un mec au top, très gentil, drôle en plus. Donc vraiment, franchement, c'est un type extraordinaire. Mais ils le sont tous. Hein. Les 4-5 tops sont vraiment bien. C'est clair, c'est clair. Tu vois, il y a justement Rodrigue qui te dit et les jeunes en élite, ils sont où? C'est normal, les mecs de 40 ans qui ne roulent plus la semaine, qui gagnent en E1. Je vois pas du tout de qui tu parles, Rodrigue. C'est ça, on les cherche. Hein. Je crois qu'il y a un maillot, il y a marqué quoi là? Hot pot, je crois qu'il y a marqué. Voilà. Non, mais là c'est l'exemple. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait tout à l'heure du championnat de France Enduro. Il y a des choses qui font peur. On pourrait aussi développer d'autres choses. Par exemple, moi cette année, j'ai vu une spéciale en ligne où le samedi, tu as les 3 premiers en catégorie jeune qui se tiennent à 2-3 secondes. Puis le dimanche matin, dans la même spéciale, tu en as 2 qui mettent 35 secondes à tout le monde. Personne ne comprend. En sachant qu'il manque des bénévoles dans la ligne. Et puis les tours d'après, les temps reviennent normaux. Ça, c'est quelque chose que tu ne verras pas sur l'extrême. C'est sûr. Voilà. C'est clair. Les coupes, les triches dans les spéciales, ça se voit beaucoup moins, c'est clair. Je dis pas qu'ils ont coupé, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. J'ai jamais dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait des étrangetés qui arrivaient. Et puis, comme dit Rodrigue, c'est vrai que moi, l'an dernier, je l'ai vu rouler, je trouvais que le plateau était très faible, quoi. Rodrigue, c'est un champion, attention, je vais pas lui enlever ça. C'est une bête de course. Quand on voit le palmarès qu'il a, c'est un monsieur. Mais moi, je pensais qu'il y a des jeunes qui allaient quand même venir lui chatouiller la forme des pieds. Bien sûr. Julien, c'est pas un lapinou de 3 semaines non plus. Hein. C'est pas un lapin de 3 semaines, Julien. C'est des mecs qui ont quand même un certain âge, même si, respect, Julien, c'est un pote. Salut, Gauthier, ça va. Mais c'est vrai que, je trouve que le plateau, il a descendu, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et c'est dommage, tu vois, parce que mine de rien, en France, on avait un des plus beaux championnats, et avec vraiment un plateau qui sortait beaucoup d'élites, qui sortait beaucoup de top. Hein. C'est pas pour rien qu'aux ISDE et en titre individuel, il y a eu beaucoup de champions français. Voilà, ça se passe tout seul. Mais malheureusement, aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu dans le creux de la vague, et ça fait pas plaisir, quoi. On est carrément de la ramasse. C'est ça, c'est dommage. Mais non, après, il faut bien voir que tu as des jeunes qui en veulent. Mais si on leur
pas et qui roulent. Mais si on leur donne pas la possibilité de rentrer dans des filières parce qu'ils veulent pas faire le mondial, mais qu'ils veulent faire autre chose, faut pas s'étonner après si le plateau, il descend de qualité. Bien sûr. Faut pas s'étonner, je suis d'accord avec toi. Tu vois, on a Loris Gubian qui te dit un grand merci avant la finale d'avoir fait attendre 10 minutes tout le monde pour que je puisse repartir serein et jamais personne ne l'aurait fait. Ah, il te dit ça. Loris, ça va te coûter un demi. Fais gaffe parce que je mets de la lumière. Vas-y, je t'en prie. Ouais, mais Loris, je suis pas sûr qu'il tienne. Je crois un quart de bière peut-être. Je crois qu'il est pas bien. Oh ben si, moi je l'ai vu après la finale avec un panaché, t'aurais vu comment il était. Ça me fait bavette ce Loris. On l'embrasse d'ailleurs. C'est un mec formidable, Loris. Il a prouvé qu'il avait pas mal de choses dans son chapeau. Parce que faire le show qu'il a fait et faire ce qu'il a fait derrière, c'était logique que je laisse 10 minutes. Il n'a pas reversé. C'est logique. Même si les autres n'étaient pas contents, je m'en tamponne. Il venait de faire un show, il avait laissé des décibels. Il fallait qu'il récupère un petit peu, c'est logique. Oui. Puis regarde, tous les autres, ils avaient eu le temps un petit peu de se reposer, etc. Lui, il est resté là, il a lâché la branche d'avant, hop, il s'est changé, il s'est échauffé, il a fait son show, il pose la moto, le temps qu'il change, hop, il faut repartir. Donc même avec les 10 minutes, voilà, c'était tu vois, c'est juste. Ce que dit Loris, ça rejoint l'histoire que je t'ai racontée avec l'ours de KTM Italie. Tu te rappelles de ce que tu dis? Oui, je m'en souviens. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire que tous les autres pilotes devaient partir vraiment dans la poussière. Et puis ces pilotes, il fallait... Non, tu vois, c'est ça. Il faut être équitable avec tout le monde. C'est ça. Moi, j'ai toujours été. Et qui que ce soit qui soit en face de moi, qui que ce soit. Et comme ça, ce jour-là, je l'ai sorti, il n'a pas apprécié. Mais je l'ai mis dehors parce que c'était comme ça. Voilà. Ouais, mais ça a dû lui faire du bien sûrement, tu sais, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter un peu avec le favoritisme, etc. Disons qu'après, on m'a dit, c'est la première fois que quelqu'un ose lui parler comme ça, c'est la première fois que quelqu'un le pousse. Ouais. Mais c'était logique. Je suis désolé. Moi, c'est tout le monde à la même enseigne. Voilà. La même enseigne. Non, mais c'est bien, c'est mieux de fonctionner comme ça, je trouve. Alors après, tu vois... Ouais. Après, tu vois, il y a Paul qui dit aussi, les jeunes ont compris qu'il n'y a pas moyen de vivre de la moto. Je suis absolument d'accord avec lui. Absolument d'accord avec lui. Il y aurait moyen. Maintenant, je vais dire une chose. Moi, je vais m'adresser à la Fédération française de moto. Va falloir que vous arrêtez vos conneries, vous, là-haut, à Paris. Parce que vous filez un max de thunes dans le motocross, un max de thunes pour les mecs qui sont sur les circuits avec des fourches à 40 000 €. Et puis l'enduro, qui est un sport extrêmement physique, extrêmement dur, vous leur donnez des clopinettes. Le jour où on commencera à avoir un peu plus d'argent dans l'enduro, et bien peut-être qu'il y aura un peu plus de pilotes qui vont se donner un peu plus à fond, parce qu'ils vont se dire, peut-être si je réussis, je peux peut-être en vivre. Parce qu'actuellement, les pilotes se disent quoi? À un moment donné, tu dois choisir. Soit tu vas bosser le lundi, et puis peut-être que tu vas lever un petit peu, soit tu sais que c'est ton métier, tu vas gagner de la thune, et puis tu te fais comme ça. Ouais. Alors, regarde ce que les pilotes en ligue, quand tu vois en ligue Occitanie, ce qu'ils gagnent comme pognon en ligue, c'est juste hallucinant. C'est clair. Tu vois, Sonia, elle est d'accord avec toi, elle dit putain, on a tous le même discours, un bon coup de pied là-dedans. D'ailleurs, je vais m'adresser à tous les abrutis là. Regardez-moi bien, vous savez, quand c'est eu la réunion là, de la FFM, de Occitanie, les abrutis là d'ici qui ont voté pour les clubs d'en bas, ça fait que nous maintenant, en enduro, on n'aura plus rien. Et là, tout le pognon va partir. Pourquoi? Pour le motocross. Donc bravo. Vous avez fait du beau boulot, les gars, là. Faut qu'il y ait des gens qui se battent, sinon ça ne marchera pas. Exactement. Là, je me suis pas fait des copains aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ah ouais, t'inquiète, de toute façon, on n'est pas là pour, on est là pour partager la vision de chacun, loin du politiquement correct et de la pommade pour tout le monde. Moi, c'est pas pour ça que je t'ai fait venir ici. Hein. T'inquiète pas, il y a pas de souci. Oui, puis tu as tout ça. Oui, hein, tu sais, il y en a qui m'ont dit que c'était risqué, il y en a qui m'ont dit que j'allais avoir des soucis. Je me suis dit, tant mieux, au moins ça m'occupera. Voilà. Tu vois, on a des mecs en plus, on a des mecs qui sont des gens de la moto, etc., qui ont un vécu, qui viennent discuter. Donc moi, c'est un peu ça qui m'intéresse, que tout le monde un peu donne son avis, qu'on puisse avoir un échange, et c'est ça qui se passe, donc c'est top. Du coup, tu vois, on a Jean-Baptiste Nicolo qui dit « Bonsoir, par contre, j'aimerais que l'on compare les chronos des vrais juniors
avec ceux des élites E1. Et là, ça ne va pas être la même. Un championnat E1 avec 4 pilotes n'est pas une vraie catégorie 3 petits points. Je suis absolument d'accord avec toi. Absolument. C'est ça. Absolument. Absolument. Ça, moi, je vais même te dire mieux. J'ai commencé à remarquer ça l'an dernier quand j'ai vu les temps de certains espoirs. Je parle pas que de mon zèbre, hein, mais je parle d'un pilote comme Bérère, en 125, avec Kylian. Ils arrivaient à sortir des temps qui étaient carrément dans les élites. Je parle pas du premier élite. Bien sûr. D'accord. Ils sortaient des temps, il y a des moments, ils étaient dans le cul des élites. Moi, je pense qu'il y a quand même un souci là. C'est clair, c'est clair. Il y a un gros souci, donc il va falloir se poser les bonnes questions un petit peu, qu'il y ait des gens qui s'impliquent pour que tout ça puisse progresser, que ça aille dans le bon sens, parce que malheureusement, sinon, ça ne prendra pas le chemin, quoi. Exactement. Ouais, mais à l'heure actuelle, on fait pas ce qu'il faut justement. On fait ce qu'il faut pour attirer les jeunes. Faire de l'enduro maintenant, ça revient très cher. Ça revient même beaucoup plus cher que le cross en fait. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et c'est malheureux, c'est malheureux. C'est absolument pas récompensé. Les pilotes prennent beaucoup plus de risques, c'est beaucoup plus long, et c'est beaucoup plus cher. Je suis pas en train de minimiser le cross, c'est pas du tout ce que je veux dire. L'enduro, ça devient compliqué maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de monde, et c'est pour ça qu'on récupère de plus en plus de monde. Où ça? Dans l'extrême et dans le championnat de France de cross-country. Tout à fait, tout à fait. Et tu vois, j'en parlais mardi avec De Parois, avec Nico, et du coup, tu vois, il était très content qu'il y ait un vrai essor. Il était le premier désolé que du coup Captcha s'est pas pu se faire avec tout le travail qu'il y a eu, et justement, il rendait hommage aux bénévoles, à Thierry Chevreau et Sadam qui œuvrent pour ce championnat depuis de nombreuses années. Et ils sont fantastiques. C'est clair. Et donc du coup, tu vois, voilà, c'est vrai que je suis d'accord avec toi que ces championnats-là, il faut aussi se dire qu'il y a de l'essor justement parce que justement ils vivent un truc en plus de juste payer un engagement et pas avoir un beau parcours ou avoir un truc qui soit un peu trop une autoroute, une piste de F1 comme tu disais tout à l'heure, quoi. Ouais, tout à fait, oui. Puis en plus, très sincèrement, ça devient. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis, mais ça devient dangereux. Quand tu as des mecs qui sont en fond de 5 avec des 4,5 entre des banderoles sur 200 mètres, le jour où il va y en avoir un qui va se mettre au tas, ça va être compliqué. Moi, j'ai eu ça une fois dans ma vie. Moi, j'ai un mec qui est parti dans la caisse en bois, je sais ce que c'est. C'est pas la même après, là. C'est pas un poignet cassé, là. C'est clair. Là, quand tu mets un mec, quand le Toubib te regarde, qu'il le mette dans l'hélico et qu'il te fait. C'est pas la même. Crois-moi, c'est pas la même. Ça, je suis sûr que ça, tu le souhaites à personne de le vivre, hein, forcément. Et non, non plus. Je me suis pas remis, donc. Je comprends. Je suis toujours là. Mais voilà, moi, je comprends pas que dans l'enduro actuellement, j'ai vu des spéciales où, tu sais, moi, je suis un peu con quand même, mais je suis directeur de. Donc, quand je marche en ligne droite, et que je compte mes pas, et que j'arrive à 183 mètres d'une ligne droite parfaite, je me dis là, il y en a un qui se loupe au freinage, qui se met au tas, il arrive, il est à 130 km/h en bout de ligne droite. On peut pas faire 2-3 virages, 2-3 chicanes, on peut pas. Malheureusement, c'est ça, c'est un peu dommage parce que au-delà du fait qu'ils essayent je pense, de faire un parcours qui soit accessible à tout le monde, etc. Une ligne droite dans cet espace, dans cet exemple-là, une ligne droite pareille, que ce soit pour les tops ou pour les amateurs lambda, c'est pas un bon obstacle. Tu peux faire une ligne droite, mais quand elle commence à faire plus de 100 mètres, c'est pas normal, Mais c'est même pas les top pilotes que je crains, voilà. Parce que les top pilotes, ils sont aussi. Non, c'est pour les pilotes lambda qui vont vouloir aller au bout d'eux-mêmes. Parce qu'un top pilote, il sait sa limite. Il va vite, mais il est doué pour ça, il s'entraîne pour ça. Et le pilote lambda qui va vouloir aller au bout, parce que peut-être que les copains vont la spéciale ou quoi que ce soit, et qui se met une boîte à plus de 100 km/h en bout de ligne droite, je pense que ça peut être compliqué. C'est quand même simple de faire 2-3 chicanes. Et en plus, ça fait du spectacle. En plus, tout à fait. Donc, en plus, c'est pas sur une ligne droite qu'on fait la diff au chrono. Enfin bref, voilà, tu vois. D'un côté, on annule des spéciales parce qu'il y a 3 petits cailloux qui se promènent. Et puis de l'autre côté, on met des lignes droites façon 24 heures du Mans. Donc,
Voilà, il va falloir trouver, enfin, que les gens se posent les bonnes questions. Et ici, de toute façon, s'ils font pas l'effort de se poser les bonnes questions, le championnat il sera de plus en plus déserté, pardon, et donc du coup, il finira par mourir. Donc c'est quand même trop dommage. C'est quand même trop dommage. Après, tu sais, c'est un truc de fou ce que je vais te raconter. Mais c'est que quand j'ai eu le mort sur la compétition où je l'ai eu, le gars s'est tué. Écoute bien. Écoute bien. La veille de la course, je vais voir les départs, je regarde où c'est que c'était. J'ai dit là, vous m'enlevez toute l'herbe. Il y avait de l'herbe qui était haute de 50 cm. Et il y en a un qui me dit c'est bon, tu vas pas me casser les couilles, quoi. Je vais dire, je dis non, tu m'enlèves ça parce que. Et sous ces herbes, il y avait des cailloux. Donc ils ont tout enlevé. Ils ont tout enlevé. Et ben le gars, il s'est tué là. Ouais. Il n'y avait plus rien. Imagine que le gars se viande là et qu'il y ait les cailloux et l'herbe. Il y a enquête derrière. Bien sûr. Bah ouais. Mais ça m'est arrivé sur des épreuves où ça s'est mal passé avec les organisateurs, où j'ai dit non, mais ta ligne droite, là, tu fais ce que tu veux, tu mets une chicane, parce que moi, je te signe pas les papiers. On s'est engueulé du poisson pourri, et après, j'y suis pas retourné, mais je ne laissais pas faire. Je ne laissais pas faire. Quand c'est dangereux, je ne laisse pas faire. Tu as bien raison. De toute façon, comme tu disais juste avant et au tout début du live aussi, c'est vraiment ta responsabilité. C'est-à-dire que s'il se passe quoi que ce soit, c'est toi c'est Bibi qui va payer, enfin qui va devoir assumer ça. Donc c'est super compliqué. Donc après, il vaut mieux avoir quelqu'un comme toi qui soit juste et qui soit investi de sa mission, plutôt que quelqu'un qui soit je m'en foutiste entre guillemets et en voulant trop arrondir les angles et qu'au final après, voilà, ça périclite quoi. C'est tout simple. Hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Du coup, tu vois, je voulais rebondir un peu sur ce que Rodrigue il a dit, qui paraît intéressant parce que voilà, lui c'est quand même un mec qui a un énorme palmarès, etc. Il sait de quoi il parle. Il dit la FFM s'en branle l'enduro. À l'époque, on a gagné 5 fois les ISDE pour gagner des clopinettes. Et ça, c'est pas scandaleux. Ça, c'est pas scandaleux. Enfin voilà. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est l'esprit actuel. C'est tout à fait. Alors qu'il y a des gens de qualité, hein. Moi, à la FFM, tu as quelqu'un comme Stella, c'est quelqu'un qui se dévoue. Moi, je sais que Kylian l'adore. Et moi, je sais que c'est un très très bon instructeur. Il y a des gens qui pourraient aider. Moi, je te dis qu'Stella, c'est un mec génial. Après, tu as l'entraîneur aussi des élites, qui est un très bon entraîneur et qui a l'esprit de l'enduro d'avant. Parce que lui, il a fait l'allée classique, il a fait. Donc, il a cet esprit-là. Mais bon, après, ceux qui sont au-dessus, qui sortent le carnet de chèques, c'est pas les mêmes. Hein. Ah, ça, c'est clair. Moi, je suis désolé, mais à partir du moment où tu portes le maillot d'un pays, que tu montes sur un podium, que tu as la coupe, d'accord? C'est ton pays que tu représentes. Et que ta fédération te fait un chèque de, je sais pas, 3 000 € parce que tu as passé 6 jours à te défoncer la gueule. Excuse-moi, mais moi, je me pisse dessus de rire, quoi. On voit combien ils donnent au cross. C'est ça, hein, c'est ça. Donc non, c'est compliqué à accepter. Franchement, l'inégalité comme ça, pure et dure, tu vois, au bout d'un moment, les mecs, ils ont fait un effort qui n'a rien à voir. En plus de ça, tu traverses le monde entier pour représenter ton pays, tu mouilles le maillot et tu devrais être payé en conséquence, tout simplement. Mais je vais même aller plus loin, moi. La FFM devrait fournir les motos pour les 6 jours. Parce que si jamais tu vas jouer au foot, on te fournit les godasses, les chaussettes, le maillot, on te fournit tout, hein, que je sache. T'es pris en main de A à Z. Si tu joues au tennis, c'est pareil. Il n'y a que ce sport-là où, non, démerde-toi. C'est ça. Donc bon, voilà. Et à côté de ça, aux 6 jours, tu les vois tous 5 étoiles, là, club VIP, véhicule de location. Moi, ça, je peux pas, moi, je suis désolé. C'est clair, et après, ce sera les premiers à se plaindre qu'il y a moins en moins de licences. Justement, en parlant de licence, on a Sylvain Anto qui dit il y a de moins en moins de prises de licence au vu du prix de celle-ci. Beaucoup font de l'extrême parce que tu peux prendre une licence à la journée pour faire la course s'il te plaît. Oui, c'est une réalité, oui, je pense. Oui, c'est une réalité. Mais même dans d'autres enduro-clips, tu peux faire une licence à la journée. Hein. En enduro-clip aussi, hein, c'est pas la licence à la journée, c'est pas que pour l'islam, hein, c'est pour tout. Hein. Non, mais c'est tout à fait vrai. Hein. C'est vrai. Et tu vois, on a Vincent Rocard qui est quelqu'un qui travaille avec moi depuis longtemps, qui dit est-ce qu'il ne faudrait pas plus s'orienter vers les médias si on compare les ISDE au MX des Nations? Je suis absolument d'accord avec lui, seulement se diriger vers les médias, il faudrait quelqu'un qui soit par exemple comme toi, c'est-à-dire c'est ton job. Il faut quelqu'un là-dedans, justement,
qui s'occupe de contacter les médias, de les faire venir, parce que, regarde ce que je te disais tout à l'heure, la direction de course, président de jury sera à l'extrême. Moi, si Thibaut n'est pas avec moi, je suis dans la merde. Si je ne suis pas avec Thibaut, il est dans la merde. On est complémentaires. On est complémentaires avec qui? Avec les bénévoles, avec les marshals. Chacun a son rôle. Tu vois, c'est important ça. Et bien voilà, la communication, ça se bosse. Et je suis sûr que si on avait quelqu'un au niveau de la com, de la FFM, qui bossait pour promouvoir l'enduro, parce que tu vois, tu demandes aux gens, c'est quoi l'enduro? Ah ben c'est le Touquet. Excuse-moi, mais moi le Touquet, c'est tout sauf pas de l'enduro. Je suis bien d'accord avec toi. C'est 2 km de ligne droite comme ça, couché sur le guidon à 180. Excuse-moi. Ouais, on m'avait proposé, voilà, c'est Jean-Paul Meillet qui est mon maître FFM qui m'avait proposé d'aller avec lui, mais ça m'intéresse pas. Le Touquet ne m'intéresse pas. Voilà, c'est des bouchons dans 3 mètres cubes de sable, c'est une ligne droite de 2 km couchée sur un guidon. C'est très bien, c'est de la course de sable, je critique pas, c'est très bien. Mais il faut arrêter d'appeler ça de l'enduro. Je suis d'accord. Ce n'est pas de l'enduro. C'est de la course de sable, ils ont leur championnat, ils s'éclatent, c'est très bien. Mais le problème, c'est que justement, qu'est-ce qui est médiatisé dans l'enduro? Le Touquet. Et c'est la seule course qui ne représente pas l'enduro. C'est quand même dommage. C'est celle-là qui est médiatisée. Quelle course enduro passe à la télé en direct? Le Touquet. Le Touquet n'est pas de l'enduro. C'est ça. Donc après, c'est pour ça aussi, tu vois, je rebondis sur le fait que là, il nous reste 1 minute 16, donc si je vais finir ma phrase, et après, si tu veux, on relance le truc, on se fait une dernière petite demi-heure si tu as le temps. Voilà. Ben, c'est parfait. Je peux me déboucher une canette quand même, j'ai soif. Pas de souci, on fait ça. Mais du coup, ouais, je voulais te dire, justement, tu vois, Julien Gauthier le premier, quand il a été là, il a dit qu'il avait été très surpris parce que l'extrême lui avait ramené plus de retombées au niveau de tout ça que le championnat de France où il a été champion. Et c'est quand même n'importe quoi. C'est quand même n'importe quoi. En vérité, bien sûr que l'extrême, c'est une très belle discipline, que ça amène plein de monde, qui a un très bel engouement autour de ça. Mais voilà, parce que dans les médias, tu as Drone Mécanique qui filme, qui fait beaucoup de choses, voilà, et qui a fourni des images à l'équipe TV. L'équipe s'y sont intéressés et les mecs, ils sont venus sur le championnat, tout simplement. Donc. Julien Gauthier, c'est un vrai. C'est un vrai. C'est quelqu'un qui est abordable, gentil, il a de la bouteille, il sait de quoi il parle, et je pense que la Fédé devrait écouter des mecs comme ça. Par contre, moi, il m'a offert son maillot, mais c'est un race-pièce pas possible. Il me doit le champagne depuis 2 ans. T'es un enfoiré, Gauthier. Tu me dois du champagne depuis 2 ans. Tu vois, il reste 3 secondes, ça va couper. Je te donne rendez-vous juste après la canette, du coup. C'est phénoménal. On va continuer encore un peu parce que moi non plus j'ai pas grand chose de plus à faire et Rico a l'air disponible. Donc du coup on va continuer au moins jusqu'à je pense 21h. Après j'irai manger tranquille. Puis voilà, en tout cas j'espère que vous vous régalez parce que moi c'est mon cas. Beaucoup de choses très intéressantes qui sortent de là, donc ça fait plaisir. C'est voilà, avec un mec d'expérience comme ça, il dit beaucoup de vérités, des fois des vérités qui ne peuvent pas plaire à tout le monde, d'accord, mais c'est pas grave, ça fait du bien de les entendre. Alors, plein. Manu, je ne t'inviterai pas en direct, tu vas dire beaucoup trop de conneries, toi, par contre. T'es beaucoup trop jobard, Manu, tu le sais. Ah, le Rico, c'est un phénomène, hein, le Rico. Arrête, toi, nous, c'est toi qui es beau. C'est toi qui es beau. Du coup, Paul Poy, est-ce que tu peux remarquer, parce que j'ai vu que tu avais parlé de l'Europe enduro, que les Anglais ils les avaient payé les frais, mais j'ai pas vu ta phrase en entier. Je voulais en parler justement, savoir ce qu'il en pensait. Hop là. Tout le monde vous va dire, hein. Alors attends, déjà ça marche pas, je peux pas aller l'inviter, ça c'est pas cool. Hop là, je vais attendre que Rico y revienne. Hop là, Paul Poy. Paul Poy, tu seras bientôt en live si tu veux. Si tu es chaud patate, je pense que tu as quand même pas mal de choses à dire, ce sera pas mal. Arrête, Polo. Rico, vas-y, envoie une demande, Rico, s'il te plaît. Comme ça, je t'accepte tout de suite. Moi, je bois de l'eau. Hop là. Tilali. Et bonjour. Bonjour.
Ouais, et tu vois, pendant que tu étais allé peut-être ouvrir une canette, il y en a deux qui voulaient prendre ta place. Euh, il y avait Paul Poch justement qui voulait parler et Manu aussi, sombre phénomène marseillais, Manu, toujours prêt à dire beaucoup de conneries, donc je l'ai empêché de te piquer ta place. Mais, mais du coup voilà, donc après c'est vrai qu'il y a beaucoup de controverses comme ça. Tu vois, c'est un peu pour ça, je pense, après je veux pas trop m'avancer, mais tu vois, quand tu m'as dit que l'enduro avait besoin de mecs comme moi pour amener un nouveau visage justement, ça m'a fait énormément plaisir que tu puisses me dire quelque chose comme ça, parce que moi je l'ai fait juste à la base en rigolant avec Loris Gubian. On était là au téléphone et puis on se disait il faudrait faire peut-être un truc, on s'est dit on fait un live, et au final on a vu que les gens ils étaient d'accord, enfin ils répondaient à l'appel, donc voilà, mais ouais, en fait je vois de plus en plus de monde me dire un peu la même chose, dans le sens ils sont contents de pouvoir parler librement de choses comme ça, où des fois c'est un peu trop aseptisé, ils ont l'impression que de toute façon personne ne prend la peine de dire vraiment ce qu'il faudrait, et qui fera peut-être bouger les choses aussi. Donc moi je suis très content de pouvoir un peu apporter ma pierre à l'édifice, tu vois, ma moindre mesure. Tu vois, parler de la com, moi j'ai plein de gens, mais plein de gens qui me... mais c'est fou ce que je vais dire, qui m'ont connu par rapport, pas seulement, là on parle mais par rapport à mon parcours que j'ai fait il y a 2 ans, Gilets jaunes, qui m'ont connu, mais qui m'ont dit aussi après, putain, on t'a vu sur l'extrême, putain, mais les images, c'est comme ça. Là où je veux en venir, c'est toi les reportages qu'ils font à l'Est. C'est d'une qualité, c'est qualité. C'est génial. C'est fantastique. Eh bien, si on avait quelqu'un qui arrive à rentrer en contact avec les grands médias et leur dire regardez ce qu'on fait là, plutôt que de nous montrer des mecs qui sont arrêtés les uns derrière les autres dans du sable, c'est quand même autre chose à voir. C'est clair, c'est clair. Et bien tu vois, c'est ça qu'il faudrait. Il faudrait quelqu'un qui puisse arriver justement à manager ça entre la qualité de ce qu'on fait, ou que d'autres font, hein, je parle à l'Est, mais il y en a d'autres, et le mettre avec les grands médias. Et je pense que les gens se régaleraient beaucoup plus à regarder ça qu'à regarder autre chose. Je pense. C'est clair, c'est clair. Moi aussi, je suis assez d'accord avec toi. Après, il va falloir essayer. Tu sais, de commencer à faire ça, ça me donne pas mal d'idées, mine de rien. De pouvoir, tu vois, aller sur les courses, donner une autre vision, un peu donner à la parole à des bénévoles, un peu prendre des trucs à chaud dans les paddocks, des choses comme ça. C'est des fois des choses qu'on voit pas beaucoup. C'est ce que fait Estelle. Pardon ? C'est ce que fait Estelle. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et oui, mais elle est dans un format où elle le fait pour la FFM. Bien sûr, donc elle peut pas se permettre tout ce qu'elle veut aussi, donc voilà, il faut lui rendre son mérite, parce qu'elle en a énormément. C'est vrai que je parlais avec elle pas plus tard qu'hier soir, justement par message sur ça, où elle m'expliquait vraiment la difficulté du truc, quoi. Parce que pour tout faire, pour tout pondre comme ça rapidement, que les gens étaient exigeants, qu'elle en avait, voilà, que c'était des fois compliqué et très compliqué, et je le comprends tout à fait. Donc c'est clair que voilà, tu vois, ce qu'elle fait Estelle, c'est top. Elle fait du très bon boulot, Estelle. C'est ça, mais du coup, il en faudrait plus, tu vois. Il en faudrait plus, tu vois. Regarde, Sonia, elle réagit, elle dit très compliqué car qui va payer ? Faut trouver des partenaires, car vu que la FFN donne rien, c'est chaud. Moi je suis d'accord. Trouver des partenaires, c'est un travail, c'est un boulot. Exactement ça, c'est ça. Trouver des partenaires pour arriver à faire. Parce que de toute façon, la FFM ne donnera rien. La FFM, c'est formaté, c'est une boîte. Estelle fait un boulot fantastique par rapport à ce qu'on lui donne. Hein, je lui rends cet hommage. Non seulement elle est bien roulée, mais en plus elle bosse bien. Donc c'est très bien, je veux dire. Ça va lui faire plaisir, ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que professionnellement, elle fait un super truc. Mais en dehors de ça, pour que les médias s'intéressent à nous, je pense qu'il faudrait autre chose. Comme le dit Sonia, il faut trouver des partenaires, il faut trouver plein de choses. Parce que de toute façon, si on compte sur la Fédé, ça n'ira pas plus loin. C'est clair. Donc après, tu vois, moi, être là tous les jours avec des acteurs du sport moto comme toi ou comme plein d'autres à parler de tout ça, que c'est un peu le même son de cloche qui remonte. Il faut arriver à trouver une solution. Alors après, moi, je vais voir pour trouver des partenaires, pour faire des choses qui puissent plaire ou qui puissent plaire à certains, et puis pourquoi pas après, tu vois, monter en régime. Moi, j'espère, on verra. Mais comme tu dis, c'est un travail, donc il faudra que je m'y attelle. Mais moi, j'ai bien l'intention de faire beaucoup plus de choses. Sonia, mais un truc important là, il faut passer à l'électrique. Ben moi, je suis j'ai déjà proposé de faire une catégorie électrique. Même en extrême, on peut le faire. On peut le faire.
Et moi, j'ai un copain du côté de Chaos, justement, qui s'occupait des enduros et des crosses électriques. On peut le faire. Tout est possible. C'est une question de vouloir, de volonté, et aussi de... ah oui. Ouais, toujours pareil. Toujours pareil. Donc il y a plein de choses à faire, tu vois, c'est super intéressant tout ce que tu dis. Moi, j'adhère à 100%. Voilà, donc il faut espérer que, que ça donne des idées un petit peu et que ça développe. Après, il faut arriver à trouver des choses intéressantes à dire, à montrer, mais ça, je pense que c'est pas ça qui manque. Hein. Je pense que c'est pas et ça puis, il y a un engouement qui est actuellement pour l'extrême. Pourquoi? Et parce qu'il y a une ambiance. Ben ouais. Ça aussi, c'est important, une ambiance. Je vais dire un truc tout con. Regarde dans Mercorol ce qu'on propose. Tu as vu le paddle qui se casse. Il y a un groupe de rock qui joue du AC/DC, du tross et du téléphone pendant 2 plombes. Les gens sont heureux, sont bien. Ils retrouvent ce qu'ils avaient avant. Ça, tu l'as pas sur le championnat de France. Désolé, quand je vois la... C'est pas méchant ce que je vais dire, mais quand je vois la remise des prix du championnat de France, c'est dommage. C'est dommage. Bah ouais, je suis bien d'accord. Ils font ça juste plus comme une formalité que comme une fête et c'est dommage. Voilà. Ramener ce côté festif. Et les gens sont contents. C'est ça sera plus populaire à mon avis, ouais. C'est clair, au moins sur ça quoi. Alors après, tu vois, il y a Paul Poy qui disait juste avant qu'on coupe, donc je lui ai demandé de remettre son message, et il disait en championnat d'Europe d'enduro, il y a quelques années, les Anglais payaient les frais de déplacement des pilotes, et on voit les résultats aujourd'hui. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Et ils payaient les frais intégrales. C'était pas un forfait. Et oui, c'est clair. Ils prenaient tout en charge, et du coup, ça permettait à plein de monde de s'exprimer au plus haut niveau, et c'est ça qui fait la diff. Déjà, tu prends tout en charge. Le pilote, il est soulagé mentalement de ça. Ouais. Déjà, rien que ça. Il est soulagé de ça. Voilà. Et on voit les résultats maintenant. C'est ça, c'est ce qu'il dit, tu vois. On a Seb qui nous dit les fédérations ne sont là que pour se faire du fric, nourrir ces dinosaures politicards. Le pire, c'est qu'ils utilisent notre discours de passionnés afin d'arriver à leur but. Mais chut. Et ouais, ça, je crois qu'on est un peu tous d'accord là-dessus. Malheureusement, voilà. S'il y avait que la Fédération française de moto. Il a dit exactement ce qui est vrai. Et en plus, Seb a été confronté il n'y a pas longtemps avec une véritable injustice. Donc, je ne vais pas en parler parce que je ne veux pas le gêner. Il m'avait dit non, on dit rien. Mais franchement, ce qu'il a vécu, c'est une injustice. Mais, tu vois, c'est ça. Il y a des gens qui ont des gens qui ont du pouvoir et qui en abusent. Et ouais. Voilà. Toujours pareil. Mais bon, ça fait jamais plaisir. Après, tu vois, Paul, il dit la fédération m'a formé. Je trouve que la fédération fait des bonnes choses, notamment sur la formation des éducateurs. Après, à nous de faire bouger les choses. Je suis d'accord. Oui. Et on peut faire pas mal de choses, mais on n'y arrivera pas tout seul pour autant, quoi. Tout à fait. Comme je disais, comme je le répète, moi je prends un exemple à l'extrême. On est une famille, on sait ce qu'on a à faire. La Fédéra qui a fait pareil. Il y a des choses à faire, à eux de les proposer, à eux de les faire. Déjà dans l'organisation, aider les organisateurs le plus possible, aider les filières, aider les pilotes. Et puis, quand je t'ai dit, quand j'ai vu qu'il y a des moments sur le France, on annule des spéciales parce qu'il y a 3-4 cailloux. On voit le résultat après. Parce que les mecs, quand ils vont au mondial ou en Europe, regarde bien ce qu'il y a devant. Les mecs, ils ne s'entraînent pas sur des pelouses. Tu vas voir les Italiens, tu vas voir les Anglais dans les conditions où ils s'entraînent. Voilà quoi. Et bien nous, après, on voit ce que ça donne. C'est ça. Tu vois, Seb, il rajoute, c'est à nous, anciens et guides pour nos jeunes, de leur transmettre notre passion. Tout à fait. Je suis bien d'accord. Bien sûr. Mais tout à fait. Tout à fait. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Moi, quand j'ai les colonies l'été, les mecs viennent quand ils arrivent. Les gamins de Paris, du 9-3, de Sarcelles, là où ça fait. Mais tous, ils arrivent. La première chose qu'ils te disent, monsieur, on apprend à faire des roues arrière. Non. C'est ça, ils veulent apprendre à rouler, passer les vitesses, mais ils s'en tamponnent. Par contre, ils veulent arriver à rouler comme ça en roue arrière. Donc, non, on n'apprend pas ça. Donc, au bout de 3 jours, ça redevient des gamins, parce qu'à la base, c'est des gamins. Ça redevient des gamins,
et tu les mets dans la difficulté. Moi je les mets sur des montées qui font 3 mètres, ils mettent 2 jours à la passer. Et quand ils la passent, moi j'en ai qui se mettent à chialer quand ils la passent, parce qu'ils sont arrivés, parce que c'est une victoire sur eux-mêmes. C'est une victoire sur eux-mêmes. C'est là où il est beau le travail que l'on fait. C'est ça qu'il faut leur proposer justement. C'est en corrélation avec ce que je te disais par rapport à la formation des pilotes. Il faudrait voir peut-être de les mettre un petit peu moins dans la vitesse et peut-être un petit peu plus en dur. Je pense. Ouais, mais je pense aussi que ce sera plus salvateur sur la longueur. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Tu vois, pour ma petite expérience, bon après, ça fait déjà 7 ans que je reçois des jeunes à mon compte. Ça fait presque 10 ans maintenant. Enfin, cette saison, c'est la 10e saison que je fais ça, que je reçois des jeunes, etc., qui viennent de tous les horizons, de tous les milieux pour apprendre à faire de la moto, du quad, etc. Et je te rejoins sur le fait que voilà, ils veulent toujours, en tout cas quand ils viennent des fois de milieux un peu défavorisés comme ça, accéder à rouler en Y ou des choses comme ça, où ils viennent avec des t-shirts de Joule, tu sais, avec marqué il y a le cross volley dessus. Après, est-ce que sur le principe, ces jeunes-là, on peut leur en vouloir de penser ça? Je suis pas sûr, dans le sens ça fait partie de leur environnement. Là où est la beauté de notre travail, et j'insiste là-dessus, c'est que quand on va donner à ces jeunes-là qui ont moins de chances que les autres des fois de base, et ben là, la même possibilité d'y arriver, ils sont plus reconnaissants que ceux qui... Largement plus. Et je trouve que c'est là où c'est le plus beau, parce que la relation que tu vas créer avec eux, elle est fantastique. Et moi, elle m'a fait beaucoup progresser moi-même sur ma propre vie. Que tout ce qu'ils m'ont apporté ces mecs-là, qu'à la base, je pensais que, tu vois, peut-être ils n'auraient pas grand-chose à me donner. Et en fait, c'est peut-être eux qui m'en ont donné le plus. Mais ils t'apportent énormément. Moi, tu sais, il y a des jeunes que je reçois, parce que je reçois, moi, jusqu'à 17 ans, j'ai même des centres fermés. Moi, il y a des gamins avec qui je suis toujours en contact. Moi, il y a 2 jeunes qui étaient en centre fermé, qui ont voulu faire le même truc que moi, qui sont enseignés pour passer un CQP, etc., parce qu'ils ont kiffé ce que je faisais. Mais tu as soulevé quelque chose qui est important. Ces jeunes qui arrivent chez nous, qui ne pensent qu'à une chose, apprendre à faire des roues arrière. Pourquoi ils font ça? Parce que nous, à notre époque, quand on était gosses, on avait quoi, nous? On regardait quoi? On regardait nos plus grands qui étaient au-dessus, qui nous donnaient l'exemple. Bien sûr. Maintenant, les plus grands, c'est des abrutis qui volent des motos et qui roulent en roue arrière. Ils font comme les plus grands. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Donc, il y a à nous de leur donner un nouveau modèle, tu vois, quelque chose où ils peuvent y arriver à s'y identifier. Je vais y arriver moi aussi. Et surtout, avec les activités via tout ce qu'on va leur proposer en séjour et tout ça, c'est vrai que moi, j'en garde un très bon souvenir. Tu vois, j'avais reçu des groupes où c'était des jeunes qui étaient placés par la police judiciaire de Paris. Et c'est vrai que sur le principe, en fait, les mecs ne me l'avaient pas dit avant de les inscrire le groupe, parce qu'ils pensaient que j'allais les refuser, tu sais, sur le séjour. Et en fait, au final, il y a eu des clashs, il y a eu des journées un peu compliquées, des choses comme ça. Mais voilà, après, ils se sont fait au moule, et quand ils ont compris comment ça a fonctionné, et que moi, j'étais là pour les faire kiffer, en fait. Et ben, du coup, à partir de là, c'était bon. On a passé un mois, c'était fantastique. Après, il y en a, quand on les reçoit, c'est des fauves, hein. C'est comme moi, c'est des fauves. Bien sûr. Et on arrive à faire des choses fantastiques. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Rodrigue. Rodrigue est venu 2 fois avec moi en cours. Et les gamins, je leur ai pas dit, mais quand il a été sur place, qu'on a discuté, il leur a fait faire du quad avec moi. Il roulait sur le côté, il a fait des trucs super, Rodrigue. Et quand j'explique aux jeunes le palmarès du gars, ils étaient un petit peu comme le phoque qui voit Brigitte Bardot sur la banquise. Ils n'en revenaient pas qu'un mec qui avait 5 titres de champion du monde soit là pour les aider à faire du quad. Mais tu vois, Rodrigue, il s'est régalé. Il m'a dit, mais je me suis régalé, quoi. Parce que les gamins, ils te donnent aussi, ils t'apportent. Nous, on parle de notre expérience, mais dans les clubs, c'est pareil. Bon, allez, on en revient à... Allez. T'as pas des questions, là? Mais ouais, après, regarde, qu'est-ce que j'allais te dire, du coup, les prochaines courses où tu vas officier, Rico, ce sera quoi? Normalement, c'était le championnat de France de post-country, là. Ensuite, derrière, j'ai embrayé chez Robert Dufaux. Et ensuite, je partais à Ricateri. Et après, je terminais là. Et après, je repaquais à l'Est. De toute façon, maintenant, je me fais que 5 à 6 courses. Je veux pas en faire d'autres. Moi, non, parce que je préfère faire de la qualité, me régaler. Et puis, quand tu en fais trop, tu oublies les gens, en fait. C'est vrai. Pas ça.
moi, quand je vais quelque part, s'il y en a qui sont intéressés, qui me contactent, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je recherche avant tout, c'est un esprit. Moi, quand je vais sur une course, il faut qu'il y ait un esprit. Voilà. Il faut que le président du club il fasse son boulot de président. Le patron, c'est moi, au niveau du règlement, bien entendu. Bien sûr. Mais il faut qu'il y ait un esprit. S'il n'y a pas d'esprit, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour faire comme d'autres font, là aussi, je vais me faire des copains, c'est mettre la belle chemise bleue avec le beau truc là et passer la journée à la buvette, ça ne m'intéresse pas, quoi. C'est pas mon kiff. Moi, mon kiff, ça va être d'être au plus près des pilotes, des bénévoles, d'être dans l'action. C'est ça mon kiff. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Voilà. C'est ça. Non, mais je comprends tout à fait. Il faut que ça corresponde à ce que tu partages, à tes valeurs, etc. Et c'est bien normal. Normalement, tu en as, je pense, déjà beaucoup dirigé des courses, des organisations. Et donc, du coup, forcément, voilà, tu choisis un petit peu là où ça te correspond. C'est bien normal. Tu vois, il y a Manu, justement, qui commente et qui dit chez Robert, j'espère que ce sera maintenu. Je crois, mon cher Manu, que c'est d'ores et déjà annulé. Hein. Parce que, ouais. C'était au mois de juin, c'est bon. Ouais. C'est ça, et ben ouais, moi j'avais inscrit les gamins de l'école de pilotage aussi. Moi le premier j'y étais inscrit, donc voilà, je sais que normalement, non, c'est pas bon. Non, c'est mort, je confirme ça. Voilà. Donc bon, voilà, donc j'espère que bientôt ça pourra reprendre un petit peu. Et puis, voilà. Oui. Ah ouais, petit coup de gueule, mais gentil, là, un petit coup de griffe à certains en passant. Vas-y. Il y a un confinement en France. Ça veut dire que moi, mon fils, je lui ai interdit de rouler. Par contre, j'ai reçu quelques messages avec quelques photos de mecs qui s'entraînent dardard. C'est que vous avez peur que les copains y aillent plus vite que vous, c'est pour ça que vous vous entraînez. Vous pouvez pas faire comme tout le monde. Vous êtes des blaireaux. Je vous le dis en face, vous êtes des blaireaux. Parce que les autres pilotes, ils respectent le confinement. Alors si vous pensez que vous allez rouler devant pour ça, peut-être que vous vous trompez. Voilà, ça c'était sûr, mais... Non, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est plein de vérités. C'est pour ça que je t'ai fait venir, de toute façon. Mais tu vois, je suis bien d'accord avec toi. Au bout d'un moment, il y a des choses simples à respecter. C'est la même galère pour tout le monde. On est tous dans le même bateau. Donc, celui qui torpille le bateau, il ne mérite pas d'être mis en avant, c'est sûr et certain. C'est marrant parce qu'on m'a envoyé des photos et des messages en me disant Rico, t'as vu, toi, il faut que tu le dises, t'as une grande gueule. Alors, j'ai presque envie de dire au mec, mais mets-le sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu me demandes à moi? Donc, j'en profite maintenant que tu passes dans ton émission. Voilà, je dis, les blaireaux, là, entraînez-vous physiquement, c'est très bien, tout le monde peut le faire, mais la moto, vous la mettez au garage parce qu'il y a un confinement. Il y a un confinement et c'est pour tout le monde. C'est clair, c'est ça. Voilà. Surtout que si tu regardes, bon, pour l'instant, avec ce qu'on nous annonce, ce sera peut-être le 11 mai, de manière, enfin voilà, on va voir. Moi, je reçois beaucoup d'informations en ce moment parce que forcément, moi qui organise des colos, je sais pas trop où je vais mettre les pieds pour cette saison. Et du coup, on reçoit un peu des mails un peu qui se contredisent de Jeunesse Espoir et tout ça. Donc, on va leur laisser le temps de prendre des décisions en fonction. Qu'est-ce qu'on t'a dit, Qu'est-ce qu'on t'a dit, toi? Moi, on m'a envoyé des courriers en me disant que dans le premier paragraphe, il fallait donc forcément attendre la levée du confinement, qu'ils n'étaient pas sûrs qu'on puisse organiser les séjours de manière normale, qu'il allait sûrement avoir des directives pour préparer les séjours, les organisations à tout ça. Mais par contre, que le paragraphe d'après, il nous disait que quand même on devait respecter la réglementation, c'est-à-dire des déclarations, donc 2 mois avant le début de la date des séjours. Donc un paragraphe où on te dit qu'on n'est pas sûr que tu pourras organiser, mais que par contre il faut quand même que tu te soumettes à la législation. Bon voilà, on ne sait pas trop où ça va, mais on va voir. Après, nous, tout ça a été annoncé au 30 juin. J'ai un centre, j'ai appelé, il m'a dit nous c'est net jusqu'au 30 juin. Ok, ouais. Après, est-ce que ça va être compliqué? Je sais pas toi, mais moi j'ai un peu du mal à m'imaginer. Déjà, les gens qui veulent pas remettre leurs enfants à l'école au 11 mai, les envoyer en vacances, tu vois. Et puis même pour ceux qui gagnent moins d'argent. Donc comment ils vont faire? Ça aussi, c'est une dépense. Est-ce que la CAF va être mise à mal à cause de ça avec les budgets? Donc, tu vois, un enfant égale une tente pour dormir. Peut-être, mais le problème, c'est que quand tu prends des hébergements en dur, c'est compliqué. Il va falloir composer. Donc, j'espère qu'on pourra faire quelque chose. Moi, je pense une chose qui est différente. Je pense que le gouvernement, la mairie de Paris, etc., vont vraiment se débrouiller pour délocaliser tous les gamins qui sont... Parce que s'ils les laissent là avec le feu. Donc ils vont nous les envoyer. Parce que s'ils les laissent là-haut, je pense qu'il va y avoir quand même sacrément de bordel.
Ah, c'est clair. Ça, je pense que ça va être compliqué. Mais bon, on pourra bosser comme ça. Tu vois, Paul Paul, il dit ça. Il dit le gouvernement prépare un plan vacances. On va voir si on va pouvoir fonctionner. Donc, on va voir. J'espère. Ouais, parce que faut qu'on bosse un peu. C'est ça. Hein. Moi, le premier, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Ouais. Voilà. Mais ouais. Donc après, je voulais te demander un petit peu. Toi qui a déjà dû en entendre des vertes et des pas mûres, forcément, je prends un peu des expressions de tout le monde, c'est-à-dire des trucs un peu, tu vois, si tu as une expression que tu aimes bien en rapport avec le milieu de la moto, une un peu particulière, tu vois, un truc comme ça, si tu peux me la donner, en fait, je fais un petit recueil de tout ça, j'en demande une à chacun. Si tu en as une qui te vient en tête. Ouais, alors par exemple, quand un pilote que je connais, moi qui a fait un très mauvais temps, je lui dis, mais t'as pas fini de rouler avec les dents par terre, par exemple. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est, voilà. En principe, ça les fait pas rire quand tu les prends à chaud. Ah bien sûr, mais bon, il faut piquer un peu l'ego pour qu'ils sortent les doigts de temps en temps. Mais par contre, quand tu dis à des pilotes de haut niveau que tu connais, tu lui dis, mais t'as pas fini de rouler dans par terre, eh ben il le prend pas mal, il rigole. Au contraire, il te dit, putain, je me suis vraiment traîné là. C'est quand tu le dis à des seconds couteaux. Tu sais, des seconds couteaux qui pensent qu'un jour ils seront premiers couteaux. Quand tu leur dis, et en principe, eux, ils le prennent pas bien parce qu'ils n'ont pas vraiment le recul du champion de dire, non, je me suis traîné. Tu vois, ça, c'est une expression que j'ai, par exemple. Ok, c'est cool, merci. Je la note celle-là. De toute façon, mon cher Riku, je prépare beaucoup de choses par rapport à ça parce qu'avec un engouement qui se fait autour de l'émission avec de tout ça, tu vois, on a sorti le logo aujourd'hui. On a beaucoup de grands noms, des mecs que je respecte énormément du milieu, des champions, des mecs que toi aussi tu connais bien, qui ont accepté de venir dans l'émission. Donc ça va faire des émissions sympas aussi. Et du coup, je prépare un petit peu des t-shirts, des choses comme ça, un petit peu pour tout ça parce que donc du coup, je prépare, tu vois, un petit recueil d'expressions savoureuses comme ça. Donc forcément, tu en recevras 2 à la maison puisque ton fils est déjà passé dans l'émission aussi. Est-ce que tu as pensé à contacter Mathias Bedino? Tout à fait. Mathias, normalement, ce sera dans le week-end prochain, sûrement le dimanche. Tu vois, de toute façon, on peut le dire un peu là parce qu'il n'y a que 20 personnes, donc voilà, ça va. Mais tu vois, je vais avoir Johnny aussi, Aubert, qui passe la semaine prochaine. J'ai Benoît Tibal aussi qui est toujours un grand entraîneur. J'ai beaucoup de monde comme ça, donc il y a pas mal de grands noms qui vont passer. Donc moi, ça me fait énormément plaisir parce que à chaque fois que je fais une émission comme ça, au-delà du fait de partager la passion, j'apprends énormément de choses aussi, et c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue avisé de gens du milieu, tu vois. Donc moi, j'y prends un malin plaisir à faire tout ça. Il y a un gars que tu peux contacter qui a beaucoup aidé Kylian. C'est pas mon copain, mais je reconnais moi ses qualités d'entraîneur. Et actuellement, pour moi, c'est un des meilleurs entraîneurs qui est. Je dis bien pour trouver la quintessence d'un pilote. Pour amener un pilote à un certain niveau, il est très très bon. Il fait des stages. Je pense que tu devrais le contacter. C'est Romain Boucardet. Parce qu'il a été l'entraîneur. Je vais contacter Romain, ouais. Et il a beaucoup apporté à Kylian. Donc tu peux le contacter. Je pense qu'il serait bien. Après, en fait, ça a été un des premiers parce qu'un jeune qui descend à chaque fois avec Kylian à Hannibal, là, quand on fait les journées Rémi, Nunes en 85, là, m'a proposé ça aussi. Donc, Boucardet, ça a été un des premiers que j'ai contacté. Et il m'a dit qu'il n'était pas très à l'aise avec les lives, etc. Donc, il allait regarder, mais que pour l'instant, ça l'intéressait pas trop. Donc, j'y renverrai une demande. Je lui dirai qu'il a été expressément invité par Riku Luni à rejoindre la liste. Non, je dis surtout comme ça. Surtout pas. Non, je t'ai bien dit que c'était pour moi un très très bon entraîneur qui était capable de tirer la quintessence d'un pilote. Mais voilà, ça s'arrête là. Mais tu sais, je reconnais toujours les qualités des gens. Amis ou ennemis. Je reconnais toujours les qualités des gens. Et il a une vraie qualité d'entraîneur. D'ailleurs, je pense que Kylian a dû t'en parler. Ouais, déjà, un petit peu, ouais. Donc voilà. C'est bien, c'est parfait. Du coup, tu vois, voilà, moi, on arrive tranquillement au bout des questions. On y est arrivé parce que plein de gens nous ont posé un petit peu. On a parlé de beaucoup de choses. Moi, j'en suis très content. Tu vois, il y a, comment il s'appelle ? Tu vois, on a Laurent Lazare qui est un grand pilote du Dakar qui a été en live hier soir. J'ai eu un énorme plaisir à l'avoir. Il nous a raconté que des choses folles sur le rallye raid, etc. Donc c'était top, tu vois. Je suis très content qu'il vienne rejoindre un petit peu à la fin, mais c'est pas grave. Tu vois, Paul Poy, il dit qu'il peut pas parce que le coiffeur est fermé. Donc on va voir, hein, mais on va essayer de le forcer un peu. Et puis après, Sonia, elle dit avec tes conneries, mon homme râle car je fais que des pâtes à manger, tu vois.
Donc, s'il n'y a que des pâtes, qu'il n'y a pas de sauce et pas de beurre, moi je serais à sa place, je gueulerais aussi, hein, ça c'est clair. Ouais, c'est clair. Mais Sonia, elle pourra nous en parler demain, elle sera à ta place demain, donc ce sera un plaisir. Ouais. Et ben du coup, comme on arrive tranquillement à la fin, je vais te laisser le mot de la fin, mon cher. D'accord. Alors, le mot de la fin, ça va être pour commencer, pour mon ami, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est un jeune, on est devenus amis, je lui ai fait pas mal de fois bouffer, il est venu chez moi. Maintenant, il peut plus monter chez moi, il pourra plus parce que malheureusement, il a eu un accident en Argentine. C'est quelqu'un qui nous donne une leçon de vie hors du commun. C'est Mathias Beino. Je voudrais dire aux jeunes qui roulent maintenant, regardez ce qu'a fait ce mec pour arriver là où il est arrivé avant son accident et regardez ce qu'il fait maintenant. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Voilà, ça c'est la parenthèse. Mathias, je t'embrasse. J'essaierai de te refaire du foie gras et des gambas. Essayer. J'ai un peu plus de thunes, donc je te fais le foie gras. Et puis, je voudrais remercier aussi mes 2 enfants et mon fils Kylian, qui a laissé la fameuse affiche avec ce que je lui avais écrit, parce que la vie a fait que 2 familles a éclaté, mais il a laissé cette fameuse affiche, et ça c'est toi qui me l'as dit, et voilà, je voulais le remercier de ce qu'il est devenu, mon fils, et lui dire de ne pas lâcher. Et je vais m'adresser à mon 2e fils, qui est devenu champion du monde de PlayStation, alors que j'ai pas honte de dire, et je rigole pas d'ailleurs, c'était un gamin qui avait un don inouï sur une moto, mais qui a plus ou moins lâché. Je l'encourage à aller lire la petite affichette qui est au-dessus du lit, s'il a toujours envie de faire la moto. S'il n'a pas envie, c'est pas un problème. Il y a d'autres choses à faire dans la vie. Si jamais il veut faire de la moto et faire comme son frère, qu'il lise ça, qu'il s'en imprègne bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Parfait. Je vais dire à mes enfants que avec le confinement, il me manque. Mais qu'on se verra après, c'est pas un souci. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans la merde que nous. C'est ça, il faut y penser. Voilà, moi je pense toujours à ça. C'est ce qui me met la patate et ce qui me fait avancer. Et puis je voudrais dire merci à Estelle d'être venue tout à l'heure. Lui dire qu'elle est toujours aussi mignonne et qu'elle pourra me payer une bière avec tout ce que je dis, bien sûr. C'est clair, c'est pas cher payé. Tu vois, on a ton fils justement qui dit on t'embrasse, bisous. Tu vois, bisous. Le message est passé, parfait. Bon, merci beaucoup en tout cas à toi, Rico, c'était un plaisir de t'avoir là. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie. Avec grand plaisir, vraiment. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça et c'était un très grand plaisir de partager ce moment-là avec toi. Voilà. Merci. Très bien. Merci, c'est très gentil. Tu vas me faire rougir, Rico. Non, c'est la vérité. Il y a des gens qui sont beaucoup plus payés que toi, qui sont à la télé, qui sont des caves à côté de toi. Je te le dis sincèrement. Merci, c'est gentil. On commence à me le dire. Il faudrait pas trop que j'y croie. Je vais continuer à faire comme je fais et on verra si un jour je vais les emmerder un petit peu. Ton melon, je te le dégonflerai sinon, hein, t'inquiète pas. Oui, je sais que tu t'en occuperas, il n'y a pas de souci. Tu vois, il faut toujours pouvoir compter sur des mecs comme toi. Et j'embrasse la famille à l'extrême. Tous, Jérémy, Greg, tous, je les embrasse. Et il me manque. J'espère que le message est passé. Voilà. Merci beaucoup, mon Rico. Je te souhaite une très belle soirée et j'espère te revoir très vite après ce confinement. Ça marche. Okay. Salut, mon pote. Bisous. À bientôt. Ciao. Salut.